Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour l'île de Vor, on se retrouve pour notre menu crowdfunding hebdomadaire, l'émission dans laquelle je passe en revue l'essentiel des projets actuellement, enfin les nouveaux projets actuellement en cours de financement participatif du côté de chez Kickstarter, GameFound et compagnie. Et avant de pénétrer plus avant dans la vidéo, je voulais vous donner une petite réponse concernant le petit jeu improvisé de la semaine dernière, concernant ce matériel. Je me suis dit tiens, ça pourrait être fun, et vous étiez très nombreux à répondre en commentaire, donc je me suis dit je vais peut-être le faire un truc un peu plus régulier, un truc un peu plus récurrent, donc je pense que chaque semaine, ou quasi chaque semaine, je vais vous proposer des petits composants d'un jeu en devinette, et vous devrez donc deviner, mais la logique, de quel jeu cela provient. Et du coup, ce petit stylo, bon, en fait c'était assez compliqué, mais en même temps c'était pas encore, c'était genre une blague quoi, vraiment. C'était un modèle qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de ce genre-là, donc en même temps c'était assez complexe, mais personne n'a trouvé la réponse. Il s'agissait de Fiesta de los Muertos. Voilà. Alors un jour, si on arrive à faire des lives quand on aura 80 000 abonnés, il faudra qu'on fasse un Fiesta de los Muertos avec les abonnés, ce serait marrant. Du coup, cette semaine, je vous propose un élément de jeu, un composant de jeu un petit peu plus facile à trouver, d'autant plus que le jeu dont il fait partie fait un petit peu plus l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment dans la sphère francophone, grâce à une version française, francophone, qui a été mise à disposition des joueurs. Donc, je ne vous donnerai pas d'autres indices, ça devrait être suffisant. Il s'agit de ce petit token que vous voyez ici. Voilà. Que moi j'ai en plastique, mais que vous avez peut-être éventuellement en carton, mais c'est pas très compliqué en soi. Voilà pour cette semaine. Du coup, on va voir directement le sondage, pas le sondage Steve, tiens, si on va passer le... Comment dirais-je, l'actualité de la chaîne, parce que cette semaine, encore une fois, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On a dépassé les 1830 abonnés, ce qui est toujours très cool, mais pas de nouvelles vidéos pour l'instant. Ceci dit, au moment où je posterai cette vidéo, vous aurez probablement la nouvelle vidéo de Xavier disponible. Donc, allez voir, allez checker sur la chaîne, il y aura peut-être une autre vidéo avant celle-ci. Du coup, le sondage de la semaine, eh bien comme d'habitude, vous le savez, dans la description de la vidéo, vous pouvez aller voter pour les projets qui vous semblent les plus intéressants pour la semaine à venir, sachant que bien évidemment, il y aura des jeux qui seront passés un petit peu sous mon radar, que je n'aurais pas encore vu, d'autres qui auront été repoussés entre-temps, etc. Donc ce n'est pas forcément totalement complet, mais c'est l'occasion de vous exprimer concernant l'intérêt que vous pouvez avoir vis-à-vis de tel ou tel jeu pour la semaine suivante. Alors donc cette semaine on avait Tether, Quiperium, Reviving Kathmandu, Street Fighters V Legends, Ascension Tactics Inferno, une extension pour Dig Your Way Out intitulée Diggin', une triplette de jeux de 21st Century Games, Star Colonies, Aventura pour une extension là encore, et malheureusement Encountered Shattered Weights qui a été repoussé au 28 si je me souviens bien, donc la semaine prochaine du coup. Donc vous le retrouverez à nouveau dans le sondage de la semaine pour celui de la semaine suivante. Parce que du coup je me suis soit gouré, soit ça a été repoussé entre temps, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, Encountered Shadow Wastes. Voilà, c'est pas facile à prononcer. Quoi qu'il en soit, pour moi cette semaine, étonnamment, parce qu'en fait j'étais parti pour rien pour moi cette semaine, mais voici un joli champ de tulipes. Et finalement, après avoir vu la page de la campagne, en l'état, et bizarrement, ça m'étonne moi-même, j'aurais tendance à aller choisir Reviving Kathmandu, qui a l'air assez sympatoche. Donc voilà, je vote pour celui-ci. On va voir les résultats de suite. Et du coup, hop, voilà. C'était Encountered Shattered Wastes qui avait obtenu la première place avec 12 voix. D'accord, je pensais pas qu'il serait aussi haut, mais en même temps c'était une semaine là encore assez légère. Par contre on voit que Street Fighter se prend une claque, et en même temps bon c'est thématique, il se prend un Hadoken au niveau du naso, 4 voix seulement. Et on pourra expliciter par la suite les raisons pour lesquelles, à mon avis, il floppe un petit peu, parce que oui, il floppe un petit peu. Et puis pour les autres, on verra ça un petit peu plus tard, mais je pensais par contre que Ascension Tactics aurait aussi un petit peu plus de voix que ça. Quoi qu'il en soit, apparemment, vu que Encountered a été repoussé, ce sera certainement Quiperium que je présenterai donc en détail, parmi les gros projets de la semaine, donc les desserts, si vous êtes habitué maintenant aux 3 nouvelles parties, l'entrée, le plat de résistance et les desserts, donc les jeux des moins importants aux plus importants selon moi pour cette semaine. Et puis je mettrai aussi certainement Reviving Kathmandu dans cette catégorie, parce que moi il me semble assez sympatoche malgré tout. Du coup, on est parti.
On se lance dans la première partie de ce menu crowdfunding, à savoir les entrées, les amuse-gueules comme on pourrait dire également, avec une triplette de jeux pour une campagne de 21st Century Games, 25th Century Games, à qui l'on doit déjà pas mal de projets sur Kickstarter précédemment, y compris Blason qu'on avait brièvement couvert sur TTS avec Xavier il y a quelques temps. Voilà, Blason qui était ici. On les connaît aussi pour Gartenbau ou encore pour, qu'est-ce qu'il y a d'un peu connu, Space Explorers par exemple. Bon, c'est rarement des jeux qui laissent vraiment une empreinte indélébile sur l'univers du monde ludique, mais bon, ils font toujours un score relativement, disons relativement bon malgré tout, 1600, 1200, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, ils se sont lancés avec cette fois-ci Agueda, cette fameuse ville au parapluie multicolore au Portugal, Colorfield et Donut Shop, 3 jeux de placement de tuiles, avec bien évidemment des petites variations en termes de mécanismes, mais bien sûr, ça reste, pour les 3 d'ailleurs, des jeux de placement de tuiles. Vous allez le voir, ils sont assez peu chers à l'unité, 49, 29 ou 34 $ en fonction du jeu que vous choisissez, et bien sûr, il y aura aussi un petit intérêt à aller backer le pledge groupé de tous les jeux en fait, si l'on veut. Et il y aura aussi des petits ajouts durant la campagne Kickstarter qui vous permettront d'économiser en ayant un peu plus de matériel qui ne sera peut-être soit pas disponible par la suite, soit disponible mais payant, alors que là ça ne l'est pas pour le coup durant cette campagne. Donc 49, 29, 34 et 95 si vous prenez les 3 jeux, ainsi que les upgrades de deluxification que vous voyez ici, et les mini-extensions que vous voyez ici également. Donc le tout pour 95 au lieu de 142. Par contre, bon, comme ce sont 3 jeux qui partagent le même mécanisme de base, bon, c'est un petit peu dommage, je trouve, de les sortir tous en même temps. Il faut vraiment être très fan de la pose de tuiles. Et pour ce qui est des frais de port, pour la zone Europe, donc France, mais également la Belgique, par exemple, la Suisse ou encore le Luxembourg, c'est 16 $ pour un jeu, 20 pour la triplette. Donc bon, ça reste relativement abordable en termes de frais de port. Et juste par curiosité pour nous, au Japon, ce serait 35 à 40, c'est quand même bien moins intéressant pour le coup. Voilà donc pour ce qui est de cette triplette de jeux Agueda, Colorfield et Donut Shop, qui pour l'instant n'est pas encore financé, mais ça devrait pouvoir se faire assez rapidement. On est à 340 contributeurs, 21 500 € d'engrangés sur 23 500 nécessaires. Ça va se faire assez rapidement et il restera environ 2 semaines avant la fin de la campagne lorsque vous trouverez cette vidéo en ligne. Bon, ça confirme encore une fois, ceci dit, que les campagnes proposant 3, 4, 5 jeux en même temps, à part Allplay, précédemment connu sous le nom de BoardGameTables.com, à part cet éditeur-là, généralement ça marche assez moyennement. On continue par un petit projet avec une allure vraiment toute mignonne, il s'agit de Harvest Hoppers, un petit jeu dans lequel vous allez incarner des grenouilles à vélo. C'est pour 2 à 6 joueurs, 30 à 60 minutes la partie, 8 ans et plus, donc relativement familial, comme le laissait cependant supposer l'allure, la direction artistique vraiment très mignonne, ça fait presque penser à des films de Ghibli, parce que oui, on dit pas Ghibli, mais Ghibli, c'est comme ça. C'est pour l'instant assez mal parti, ceci dit, 100 contributeurs ont engrangé 5288 € sur 14 000 nécessaires, donc on est un peu plus du tiers de ceux de financement. C'est pas génial ici, mais ça peut encore se faire, il reste 18 jours, le seuil de financement est relativement faible, donc c'est encore faisable, mais bon, moins de 50% à la fin de la première semaine de campagne, c'est généralement pas bon signe, et pourtant c'est un jeu vraiment assez mignon, qui peut se jouer en plus en famille, qui mélange, ceci dit, pas mal de petits mécanismes pas inintéressants au demeurant. On a un petit peu de pose d'ouvrier, on a un petit peu de contrôle de territoire également. C'est pas dégueulasse, franchement je serais curieux de le tester. Le matos est assez cheap, il faut bien l'avouer. Ce n'est que le 4e projet de Snowbright Studio, qui nous vient des États-Unis d'ailleurs. Juste par curiosité, on va aller voir un petit peu ce qu'ils avaient produit par le passé, mais je trouve que la direction artistique est assez soignée, assez mignonne pour ma part. Qu'est-ce qu'ils avaient proposé jusqu'à maintenant? Ah d'accord, c'était eux qui avaient fait Birds of a Feather, qui avait plutôt bien marché d'ailleurs à l'époque, 1640 contributeurs. Et avant ça, Verdant Isles, Tea Time Adventures, un RPG pour le coup, qui avait fait près de 1000 contributeurs aussi. Donc c'est plutôt un studio qui passe un petit peu sur le radar, mais qui marche plutôt bien. Sauf pour l'instant sur celui-ci qui démarre assez tranquillement, on va dire. Ils pédalent pas beaucoup avec leur vélo, ces petites grenouilles là. Mais bon, ceci dit, combien ça coûte tout ça? C'est peut-être aussi par ça qu'on peut expliquer le manque d'intérêt peut-être de la campagne. Même pas, c'est 38 $, bon c'est pas très cher non plus. Peut-être qu'il n'y a pas de livraison pour l'Europe? Eh bien si, mais oui par contre, autant dire qu'il n'y en a pas en fait. 50 $ de seuil, enfin pas de seuil de financement, mais de frais de port pour l'Europe,
c'est quand même très cher. Et j'ai pas trouvé combien coûtait le jeu lui-même. Bah si, tout à l'heure je l'ai dit, je suis bête, 38. Donc 38, c'est quand même encore plus cher de le faire livrer chez nous que d'acheter le jeu lui-même. C'est quand même assez particulier. Et 60 pour nous au Japon, j'imagine, mais quand même un petit peu moins cher pour le Canada, 30$ pour les Canadiens. Voilà pour ce qui est donc de Harvest Hoppers, tout mignon sur le principe, en termes de durée artistique aussi d'ailleurs, mais pour les frais de port, ça coûte assez cher. On enchaîne avec un éditeur que je ne connaissais pas mais qui a un nom phénoménal, How to Steam Broccoli, donc comment cuire à la vapeur des brocolis. Le nom de l'éditeur est absolument magnifique, hein, et pour le coup, le jeu est plutôt pas vilain visuellement parlant, hein, il s'agit de Tether, un petit jeu de gestion de main essentiellement, dans lequel vous devrez connecter des astronautes les uns avec les autres pour ne pas qu'ils se perdent dans l'espace intersidéral. 5 000 € d'engagés, pour l'instant c'est pas financé, mais on est à peu près à 80%, ça devrait pouvoir se faire. 276 contributeurs, 24 jours avant la fin de la campagne, c'est la première campagne de How to Steam Broccoli, assez fun. Et pour le reste, donc vous le remarquez, c'est une histoire de numéros. Vous avez une carte avec le numéro 18 et son inverse 81. Et vous allez jouer en équipe de 2. Je crois que c'est jouable de 2 ou 4 joueurs, pas 2 à 4 joueurs, mais 2 ou 4 joueurs par équipe de 2 ou l'un face à l'autre en gros, et donc il y aura une sorte de petit puzzle légèrement asymétrique qui va entrer en ligne de compte, qui est pas inintéressant au demeurant, qui fait penser un petit peu à certains jeux à communication un petit peu restreinte, voire très limitée, sauf que là il y a de la communication possible, c'est simplement que les chiffres que vous aurez en main et que votre partenaire ou vos adversaires auront en main ne seront pas forcément ceux que vous pensez qu'ils ont. Voilà, c'est pas forcément très clair de dire comme ça, mais c'est près la description que je peux vous en faire pour l'instant. Pour le prix rapidement de Tether, combien ça coûte ce truc? On va aller voir rapidement. Alors, je ne trouve pas, donc on va directement ici. En print and play pour 6$, éventuellement pour ceux qui voudraient se contenter de ça. Et puis pour ceux qui voudraient l'édition standard, c'est 15$, donc vraiment très peu cher. En revanche, vous pouvez aussi payer 20$ pour avoir la copie, entre guillemets, deluxe, qui en fait est la copie standard du jeu, enfin la copie deluxe du jeu, plus le print and play également fourni. Mais j'ai l'impression que ça fait pas une grande différence en termes de contenu véritable, de boîte physique. Après, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression. Et sachez également qu'il y a une, comment dirais-je, une font, donc une police d'écriture qui sera spécialement conçue, enfin, pas conçue, mais utilisée pour les joueurs potentiellement dyslexiques. Bon, voilà, c'est un petit truc à noter aussi. Voilà, donc 20$, 15$ en fonction du pledge que vous choisissez. Et pour les frais de port, pour le Canada, 15 plus 5 par copie additionnelle. Pour l'Union Européenne, 17 plus 6 par copie additionnelle. Ce qui fait que les frais de port sont aussi chers, voire plus chers que le jeu lui-même. Et ça, c'est jamais une très bonne chose. C'est peut-être pas un jeu qui s'adaptait tellement à la plateforme du financement participatif. C'est typiquement un jeu qui aurait peut-être dû sortir directement en boutique. Mais en même temps, quand on est un jeune éditeur qui n'a encore rien publié jusqu'à présent, passer par le crowdfunding, ça aide aussi. Donc voilà, tout peut se comprendre. Voilà pour Tether, pour l'instant ce n'est pas financé, mais ça devrait pouvoir se faire, et en plus ça c'est plutôt pas vilain en termes visuels. On enchaîne sur un petit jeu de diplomatie qui pour l'instant bide un petit peu, mais qui est financé avec près de 5 000 € sur 3 600 nécessaires. C'est un jeu qui en plus de ça est produit et fabriqué aux États-Unis. Il s'agit de The Last Summit, un petit jeu de puzzle diplomatique pour 3 à 8 joueurs, 14 ans et plus. C'est un jeu de traître, hein, soyons honnêtes, hein, disons-le franchement, mais un jeu de traître sans identité cachée. C'est-à-dire que le seul traître en fait se trouve parmi vous et c'est pas une carte qui le désigne, c'est à vous de choisir si vous allez le devenir ou non. Voilà, c'est ça qui est intéressant, qui est profond en termes de gameplay, qui va révéler certaines personnalités, qui va briser des amitiés, voire même des amours. Ça pourrait être assez fun, ou pas, on verra. The Last Summit, quoi qu'il en soit, l'Apocalypse a fait son travail, hein, il reste plus grand monde sur Terre, mais il reste quelques factions qui vont chercher à recréer une unité quelconque, une sorte de nation pour repartir de l'avant. Reste à savoir lequel des leader des différentes factions va pouvoir prendre la tête de ce nouveau monde. Le tout viendra dans un petit tube que vous voyez ici, qui incorporera un playmat en néoprène, 90 cartes au total, plus des petites aides de jeu par-ci par-là, également une petite carte de premier joueur, quelques petits tokens par-ci par-là, et c'est à peu près tout. Il y a aussi une micro-extension de 8 cartes, mais bon, c'est vraiment très léger, donc c'est vraiment très accessible. Je pense que même en termes d'âge de jeu, on marque ici 14 ans et plus, mais c'est parce que le concept, la thématique
est pas forcément très moralement soutenable, mais je pense qu'en termes de gameplay pur, c'est assez facile à prendre en main, et les enfants sont pas forcément les moins doués pour mentir d'ailleurs, allons savoir. Allez savoir d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, pour les niveaux de pledge, on a donc 36$ pour avoir une copie de The Last Atomic, donc dans son tube, que vous voyez ici, ce qui est assez original, c'est assez rarement vu. Ensuite, 70$ pour 2 copies, donc très légère ristourne. Ensuite, on a aussi une copie plus un Zoom Teach avec l'auteur du jeu, donc pour vous enseigner les règles du jeu sur Zoom. Pas grand intérêt vu qu'on a les règles, mais bon, ça peut être assez marrant malgré tout de pouvoir jouer avec le créateur. Pas Dieu, hein, le créateur du jeu. Ensuite, Faction Leader à 175$, ça veut dire que j'imagine qu'on peut aller... ouais, je pense qu'on va pouvoir aller créer un truc, une sorte de pledge un petit peu mécénat. On va laisser un petit peu son empreinte dans le jeu. C'était à peu près tout. Ensuite, combien ça coûte en termes de shipping? Pour l'Union Européenne, c'est 32$. Oh là là, TVA non incluse qui plus est, donc il faudra payer la TVA par-dessus. Ouais, ok, c'est un jeu à destination, enfin par et pour des Américains. Bon, ça peut se comprendre, en même temps ils fabriquent aussi le jeu aux États-Unis, donc c'est plutôt un bon move de ce point de vue-là. Mais après, par contre, pour ce qui est des frais de port, c'est vraiment méchant, quoi. 32$ pour les frais de port de l'Union Européenne pour un jeu qui coûte environ une trentaine de dollars, justement, ça pique méchamment. Pour le Canada, c'est 28$, c'est un tout petit peu moins cher, mais bon, c'est pas bien différent. Et pour nous, au Japon, c'est même pas existant, donc voilà, je peux même pas vous en dire quoi que ce soit. Voilà pour le premier projet de Quill Gaming, qui pour l'instant fait pas un score extraordinaire du tout, hein, loin de là, mais il a l'air d'avoir un aspect assez intéressant en termes de gameplay, et un jeu de trahison sans carte de traître pour le dissimuler au sein de la foule. C'est plutôt intéressant sur le principe, à voir. Voilà pour The Last Summit. On continue avec un tout petit jeu slovène, c'est quand même assez rare, on a parfois des projets polonais, parfois des projets serbes, mais slovène c'est quand même assez rare pour être souligné. Il s'agit de Totem Hoarder, un petit jeu de gestion de main de duel pour 2 joueurs, qui pour l'instant a réuni 250 contributeurs, près de 10 000€ d'engrangés, c'est pas encore financé, mais ça va se faire d'ici ce que la vidéo soit publiée je pense, je me fais pas trop de soucis pour eux, et en plus de ça vous le voyez, c'est une direction artistique bon plutôt originale, mais plutôt jolie, c'est plutôt joliment réalisé, et c'est le premier projet de l'éditeur du même nom, un Totem Hoarder, et en plus de ça, ça coûte pas très cher, vous allez voir. C'est pour 20 à 30 minutes, ça se joue à partir de 11 ans et plus, bon, un peu le cul entre deux chaises en termes d'âge, et donc c'est essentiellement un jeu de gestion de main, de placement de cartes, de combos à faire entre les cartes, parce que vous allez combiner différentes créatures les unes avec les autres, entre les carpes, les cafards, les créatures un peu fongiques, et puis les spookies, qui elles sont un petit peu moins souhaitables dans votre deck apparemment. Et vous allez donc tirer une carte, jouer une carte, et ensuite vous allez composer donc une sorte de collection de 10 cartes différentes, et vous aurez à cœur de réunir 3 totems, une pour chaque tribu, mais de vous séparer de toutes les cartes de Spooky Skellies, donc les petits squelettes que vous voyez ici. C'est joliment illustré, ça va être assez simple, assez rapide, et en plus de ça, le PDF est disponible en français, donc tout autant de raisons de se pencher sur le jeu qui est, en plus de ça, language independent, donc une fois que vous avez le PDF, il n'y a pas de texte sur les cartes, ça a l'air d'être assez facile à jouer et assez accessible, puisque ça coûte 20€ en Early Bird, donc une fois que le Early Bird sera terminé par contre, bon bah ça coûtera un petit peu plus cher, ça sera peut-être 25 j'imagine, mais en l'état, le Early Bird il reste 37 Early Bird sur 100, donc vous avez certainement encore une chance, même lorsque la vidéo sera postée. Il y aura en plus une petite micro-extension supplémentaire, j'ai l'impression, gratis. Ensuite, il y a même un second Early Bird Collector à 33€ qui vient s'accompagner d'une extension The Lost Totems qui était déjà précédemment ici présentée, mais également l'extension Champion Duels, donc une autre extension encore pour enrichir un petit peu le jeu et peut-être aussi sa rejouabilité. 55€, on aura aussi un petit playmat en néoprène, 80€, on aura aussi des petits artworks, etc. qui servent pas à grand chose. Expedition Sponsor, 155, mais là vous aurez aussi un côté un petit peu mécénat, une copie signée, etc. Ouais, c'est pas très intéressant en soi. Encore pire, 750€ pour le Totem Sculptor, où vous allez avoir votre propre totem dans le jeu, mais bon là c'est vraiment purement du mécénat. Voilà pour ce qui est du jeu. Ensuite, rapidement, les frais de port, ça se trouve un petit peu plus bas comme à l'accoutumée. Alors, c'est ici. Donc, pour l'Union Européenne, c'est 9 à 13€ de frais de port. Même chose pour les États-Unis d'ailleurs. Pour le Canada, c'est un peu plus cher apparemment, c'est aux alentours de 20€, mais on n'est pas encore sûr. Et puis pour nous qui sommes au Japon, apparemment c'est la même catégorie, donc 20€ environ aussi. Donc ce qui est quand même pas très loin du prix du jeu lui-même, donc ça c'est toujours un petit peu dérangeant de cette optique-là.
Voilà pour ce qui est donc de Totem Harder, ça devrait financer incessamment sous peu, ça va être relativement marrant, c'est pas un jeu qui, moi, m'attire outre mesure, mais je pense que ça pourrait trouver son chemin vers les boutiques un jour, si j'arrive à se faire repérer et à faire un joli petit succès, ce qui n'est pas exclu. Cocorico, projet français sur Kickstarter, double Cocorico, la page elle-même est en français. Bon, là par contre, je vais vous le dire, hein, c'est peut-être un peu se tirer une balle dans le pied, parce que à la limite, si vous voulez faire un projet français très très bien, en français très très bien, mais avec une campagne en français, autant passer par Ulule. Je vois pas très très bien l'intérêt de passer sur Kickstarter, à part faire des frustrés, parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je ne peux pas mettre la main dessus parce que je ne parle pas français. Bon, ceci dit, c'est clairement un premier jeu, hein, on est sur un éditeur tout à fait nouveau apparemment, hein, qui nous vient de Valence, il s'agit de Carrot Crew, donc l'équipage des carottes, pourquoi pas. Sont-ils roux? Pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un jeu sur la binouse, hein, soyons clairs, hein. Houblon, ça s'appelle Houblon le truc. Et on voit ici des mecs qui se frappent une chope, enfin qui trinquent avec une chope de bière, c'est quand même assez évident. C'est pour 30 minutes la partie, 10 ans et plus, 3 à 6 joueurs pour une partie, et c'est donc en français. Bienvenue à la taverne, asseyez-vous à une table et passez la soirée la plus agitée de votre vie, achetez et vendez du houblon, défiez vos amis, jouez des cartes, loterie, volez leurs ressources et imposez-vous comme maître de la taverne. Donc on est sur un jeu, j'ai l'impression, avec un petit peu de take that, un petit peu de gestion de main, avec une rejouabilité à faire pâlir un orc. Voilà, c'est très très amateur en termes de direction artistique, mais je pense que c'est un petit peu voulu pour le coup, hein, je pense que c'est pas quelque chose qui les dérange outre mesure visiblement. 26 € pour le pack houblon, avec en plus de ça le petit gobelet, la petite chope en bois, c'est plutôt mignon. Après c'est vrai que le matériel lui-même est pas dans les critères habituels que l'on voit sur Kickstarter ces dernières années, il boxe dans une autre catégorie, mais en même temps pourquoi pas. Donc 26 € disais-je pour houblon, 36 si vous prenez le pack bon vivant qui s'accompagne de 3 bières sans alcool collector à l'effigie du jeu, voilà, qui s'appelle Moumous apparemment. Ensuite 80 € pour avoir une tour à dés numérotée collector. Voilà, ensuite il y a un petit peu de mécénat aussi par-ci par-là. Ensuite, juste pour les frais de port, c'est ici que ça se passe, donc 9 €, 15 €, 16 €, 17 € pour les frais de port en fonction du pledge que vous allez choisir pour la France, 12, 18, 19, 20 pour le reste de l'Europe, et pour le reste du monde, 19 à 27. C'est pas donné en termes de frais de port, mais bon, ça reste à peu près acceptable, et en plus, c'est vraiment très très, comment dirais-je, orienté indies, quoi. Là, c'est un tout petit éditeur qui crée son premier projet. Pourquoi ne pas être passé par Ulule? C'est un peu la question que je me pose. Ceci dit, pour l'instant, 104 contributeurs, 6370 € d'engrangés sur 17 000 nécessaires. On n'est pas encore financé, assez loin de là, je ne sais pas si on ira chercher ce seuil de financement, mais ça reste encore faisable, il reste environ un mois pour en avoir le canet. Et c'est le dernier projet des entrées, des amuse-gueules de la semaine. On passe maintenant au projet un peu plus médian, autrement dit les plats de résistance. En 2019 était sorti Dig Your Way Out, un petit jeu dans lequel vous cherchiez à vous évader de prison avec des personnages tout sauf amicaux, hein. Par contre l'illustrateur lui pour le coup c'était Miko. C'était une production de Borderline Edition, un éditeur français, un tout petit éditeur français qui vient de Saint-Michel-de-Vesse en France. Et donc à l'époque ça avait fait près de 2000 contributeurs, donc un très beau résultat pour un projet, j'allais dire le premier projet, c'était pas le premier, il y avait quand même Deal avant, mais c'était un projet qui venait un petit peu de nulle part, qui avait fait un très beau succès, et en plus Made in France, 2000 contributeurs. Et du coup, 4 ans après, ils nous reviennent avec une extension que je n'avais pas vu venir, qui s'intitule cette fois-ci Dig In, qui vient rajouter du coup encore plus de rejouabilité, encore plus d'éléments, de mécanismes, etc. à un jeu qui était déjà plutôt populaire, même si c'est vrai qu'on n'en entend plus tellement parler ces temps-ci, mais pendant quelques temps, on en avait quand même pas mal vu des photos sur les communautés des ludistes, etc. Pour l'instant, la première semaine de campagne s'achève avec 600 contributeurs, 21 000 € d'engrangés, pardon. Donc c'est donc financé pour l'instant, hein, 7 jours avant la fin de la campagne, donc ils ont opté pour une campagne extrêmement courte, d'environ 1 semaine et demie, donc on le retrouvera directement mercredi prochain dans le suivi du menu crowdfunding. Comme à l'accoutumée, bien évidemment, c'est disponible en français, logique, éditeur français, donc version française, version francophone, pardon, avec une page directement en français. Si vous cliquez ici, vous êtes renvoyé vers la page de la version française, hein, donc avec tous les éléments dont vous aurez besoin en français. En fait, ils ont posté ça dans une actualité, hein, en gros, mais ils ont fait ça pour plusieurs langues. Donc ça vous permettra de suivre un petit peu la campagne de manière un petit peu plus lisible pour vous si vous n'êtes pas très amis avec la langue de Shakespeare.
Voilà, donc du coup je vais pas passer trop de temps là-dessus, je pense que Dig Your Way Out est un jeu qui est déjà relativement connu par beaucoup de joueurs dans la sphère francophone qui plus est, et qui vient s'enrichir d'encore plus de nouveautés grâce à cette extension Dig In pour 19 € avec les éléments supplémentaires que vous voyez ici, donc il y aura des nouveaux prisonniers, il y aura des nouveaux tokens, il y aura des nouveaux lieux à aller explorer, vous pourrez aussi prendre un bundle, donc le jeu de base plus l'extension pour 49 €, ce qui reste très abordable malgré tout, avec toutes les exclusivités de Kickstarter par-dessus encore. Ensuite, les stretch goals, ça on passera plutôt dessus le mercredi prochain. Vous avez évidemment aussi une ribambelle de vidéos sur le sujet, y compris en français, avec ici par exemple Ludovox, ou encore en français, il y avait quoi d'autre? Il y avait bien évidemment le passe-temps, si je me souviens bien également. Au pire, vous verrez voilà, la page en français, il y a d'autres vidéos supplémentaires, je crois. Ludo Chrono ici, qu'est-ce qu'on avait encore? Enfin, je les trouve plus, mais bon, c'est pas une grande importance. Il y a pas mal de vidéos sur le jeu en français. Ensuite, en add-on, vous pouvez aussi prendre Chrome. J'imagine que c'est un autre jeu du même éditeur, mais qui n'était pas passé par la case financement participatif, pour 29 € apparemment. Et en termes de frais de port, alors c'est 9 € pour la France, 13 € pour le reste de l'Union européenne. Pour ce qui est de la Suisse, c'est 29, c'est un peu plus cher quand même. Canada ou Japon, 19, donc c'est moins cher pour le Japon que pour la Suisse. Mais bon, ça c'est les affres de la globalisation. Voilà pour ce qui est donc de Dig Your Way Out avec cette nouvelle extension intitulée Dig In. 7 jours avant la fin de la campagne très très courte, attention, hein, ça ne durera pas très longtemps, et 600 contributeurs pour l'instant, en faites-vous partie. En l'état, j'imagine que la majorité est française, ouais, 300 contributeurs environ viennent de France. Voilà pour Dig In. Ah, que serait un mois de l'année sans une campagne en provenance de Queen Games, on se le demande. Et du coup, Queen Games revient avec une nouvelle campagne. C'est encore une doublette de Stefan Feld, hein, ils en sont à la 3e, je crois, puisque ce sont les numéros 5 et 6 de la fameuse City Collection, cette fois-ci pour Vienne et Cusco. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, hein, 237 000 € d'engrangés sur 2 jeux avec seulement 878 contributeurs, c'est que les gens n'ont pas hésité à mettre la main à la poche. En même temps, c'est du Stefan Feld. Bon, ceci dit, les précédentes campagnes de Queen Games, y compris pour la City Collection, n'avaient pas fait des résultats extraordinaires non plus. On va aller checker rapidement, mais c'est plutôt un bon résultat cette fois-ci, j'ai l'impression, pour ce duo de nouveaux jeux dans la City Collection que vous voyez ici, après Hambourg, Amsterdam, New York, Marrakech, désormais Vienne et Cusco, qui sont, comme la majorité des 4 autres jeux précédemment sortis, des refontes, hein, comme c'était le cas de Hambourg ou encore de New York, je crois, à minima, mais ce sera encore le cas pour Cusco et Vienne, qui sont déjà sortis par le passé et qui sont donc réédités, j'ai l'impression, ici. Alors juste pour rappel, la dernière c'était New York et Marrakech qui avaient fait 1113 contributeurs il y a environ un an. Et à l'époque, on avait accumulé 260 000 $, donc on l'a presque déjà rattrapé alors qu'on est à moins d'une semaine de campagne, donc ça se passe quand même plutôt pas mal. Après pour le reste, c'est toujours du très classique Stefan Feld, construction de cité avec des tuiles, etc., des pouvoirs à les débloquer, etc. 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 75 à 120 minutes la partie pour Cusco, que vous voyez ici, avec des composants deluxifiés pour l'occasion. Le plateau double épaisseur également, il y a même du rangement déjà prévu pour la totalité du jeu, c'est plutôt très très cool. Ensuite, on a aussi, d'ailleurs pour rappel, je crois me souvenir que Cusco, c'est la refonte d'un autre jeu qui s'appelait Bora Bora de Stefan Feld, mais je peux me mélanger un peu les pinceaux. On aura aussi des add-ons par-ci par-là, comme ici avec les custom coins, donc les pièces de métal, plutôt très joliment designées, hein, c'est assez rare de voir une forme comme celle-ci. Pour 39 $, par contre c'est un petit peu chéro, mais je sais pas combien il y en a dedans, 10 x 3, 30 fois, donc il y a quand même 40 pièces au total. Et puis également le Challenge Coin qui sert, j'ai l'impression, à rien, mais qui coûtera 10 $. Et ensuite on a aussi Vienne, 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes la partie. Et encore une fois, on est sur de la construction de cités, de développement de cités, etc. etc. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, je crois que là aussi, comme pour tout à l'heure Cusco qui était une refonte de Bora Bora, celui-ci je crois est une refonte de La Isla. Je sais plus où je l'ai vu, mais bon, c'est une refonte, je crois me souvenir, de La Isla. Donc si vous connaissez déjà le jeu, bon voilà. Vous aurez des petits meeples screen print assez jolis, enfin assez jolis. En fait non, j'ai envie de dire pas jolis. Disons que le screen print est plutôt bien réalisé dessus, mais les illustrations qui sont dessus, je suis pas très fan.
Ensuite, on continue même sur le rangement prévu, bien sûr, la petite sleeves pour la boîte, les pièces de métal qui vont avec, un petit peu comme le jeu précédent, avec le petit coin challenge qui sert pas à grand chose, mais qui est là pour 10 $ aussi, etc. etc. Ensuite, on va aller voir un petit peu les différents pledges, ainsi que les frais de port. Alors je vois qu'il y a des bundles, mais je vois pas les prix qui s'y réfèrent. On peut mettre la main sur un bundle all-in avec les 6 cités, ce qui veut peut-être dire que c'est la dernière doublette de jeu. Ça voudrait dire que c'est éventuellement une série qui s'arrête à 6, auquel cas pourquoi pas, avec la version deluxe ou la version classique, un petit peu moins chère. Je sais pas où je peux trouver par contre les pledges. Je les avais vus tout à l'heure, me semble-t-il, mais non, ça c'est le classique contre la deluxe. Vous avez des éléments qui vont venir s'ajouter dans la deluxe, bien évidemment, hein, comme chaque fois qu'il y a une deluxification. J'essaie de vous retrouver les pledges, mais ma foi, je pense qu'on va directement passer par ici, ça ira plus vite. 78 $ pour Vienne classique, pareil pour Cusco classique. Ensuite, si vous passez en deluxe, 130 $, c'est quasiment le double pour Cusco comme pour Vienne d'ailleurs, hein, 130 $. Pour, vous l'avez vu, du matos qui est pas formidable, hein, soyons honnêtes. On regarde un petit peu la version deluxifiée ici. Est-ce que en termes de direction artistique, bon, le rangement ok, mais pour le reste, est-ce que vraiment on a envie de dépenser 130 $ pour ça? C'est pas comme si le plateau était en néoprène non plus, c'est pas comme si les meeples étaient magnifiques. Ouais, mais je crois qu'il n'y a même pas de double épaisseur. Non, c'est double-sided, mais pas forcément double layered. Là, il y en a par contre. Les plateaux double épaisseur, il y en a ici. Ouais, ça me paraît quand même très très cher. Hein. 130 pour chaque édition de luxe, 150 si vous prenez la doublette en classique. Ensuite, Vienne et Cusco en deluxe sera 250 $. Ouh là là là, ça fait quand même très très cher. Et si vous allez prendre le bundle avec les 6 classiques, 490 $, ou 740 si vous prenez le deluxe. C'est quand même très 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 cher pour ce que ça propose, à mon avis. Ceci dit, les frais de port pour l'Union Européenne, 16 à 44 $ en fonction du niveau de plage que vous allez choisir. Combien de jeux vous allez prendre de 1 jusqu'à 6. Ensuite, pour le Canada, 28 à 97 $ de frais de port. Pour le reste du monde dont nous faisons partie, 40 à 248 $. 248 $ de frais de port. Ouais, non, c'était pas prévu que je back, mais là, ça allait encore moins tout d'un coup. Voilà pour la dernière péripéties dans les épisodes de la City Collection de Stefan Feld de chez Queen Games. Il s'agit donc de Vienna et Cusco, de refonte donc de Bora Bora et La Isla si je ne me trompe pas, qui pour l'instant ont accueilli 880 contributeurs 10 jours avant la fin de la campagne, et quand même un beau score qui se comprend beaucoup mieux maintenant qu'on a vu les prix. L'univers de Ascension Tactics vient s'enrichir de nouvelles extensions / standalone intitulées Ascension Tactics Inferno, qui pour l'instant a bien fait parler la poudre, puisque comme vous le voyez, on est à un petit peu moins de 2000 contributeurs en moins d'une semaine, 13 jours avant la fin de la campagne, et déjà 250 000 € d'engrangés. On est donc sur une très belle campagne, pour l'instant en tout cas, ça commence très 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 fort. On est toujours sur un jeu avec une assez jolie direction artistique, qui nous vient de Stoneblade Entertainment, donc du Costa Rica, assez étrangement, c'est assez rare aussi pour être souligné, qui donc précédemment nous avait déjà sorti plusieurs petites campagnes par-ci par-là, en commençant par Soulforge, qui était un jeu de trading, donc comment dirais-je, d'échange de cartes, de cartes à collectionner, mais digital, pour 7000 contributeurs à l'époque, puis Ascension Online avec 2700, ensuite on avait eu donc Ascension Tactics, premier du nom, The Deck Building Miniature Games avec 3800 contributeurs, suivi de Soulforge Fusion l'année dernière avec près de 2000 contributeurs, et donc là ils nous reviennent pour la suite de Ascension Tactics, mais avec donc cette standalone extension Ascension Tactics Inferno, qui vient vous rajouter donc une nouvelle campagne pour ce jeu en deck building avec des miniatures. Ça commence plutôt très très fort. Vous voyez ici dans Inferno, on aura 50 miniatures sculptées exclusivement pour la campagne Kickstarter, avec également une multitude de nouvelles mécaniques qui vont entrer dans le jeu bien évidemment, alors qu'on voit qu'on pourra jouer aussi avec Yoda apparemment, Yoda avec un marteau. Ensuite, il n'y a pas de dés, hein, bien évidemment, c'est un jeu de deck building, je le rappelle à nouveau, même s'il y a des miniatures, ça laisserait penser qu'on est sur un jeu en campagne, en dungeon crawler, etc. Non, c'est fondamentalement quand même un jeu de deck building avec des miniatures.
Ensuite, on pourra y jouer en PVP, donc en joueur contre joueur, mais également en solo ou en coop avec différents modes, donc ce qui n'est pas forcément un gage de qualité, même si certains jeux réussissent à maîtriser un certain équilibre entre tous ces modes de jeu. En général, ça laisse plutôt planer le doute quant à la qualité de chacun des modes de jeu, mais c'est pas forcément un gage de, comment dirais-je, de médiocrité non plus. Donc, joueur contre joueur, solo, coopératif, avec un mode campagne qui plus est, et on aura aussi une nouvelle faction qui s'appellera The Fallen. Tout ça est pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et pour des parties relativement courtes d'environ 60 minutes. Les pledge levels sont montrés d'entrée de jeu dans la campagne, 60$ pour Ascension Tactics Inferno, qui inclut donc les standees, mais pas les mini, attention. Si vous voulez les mini, il faudra aller backer à 135$, ce qui est quand même beaucoup plus cher, pour avoir la totalité des mini pour accompagner le tout et ne pas vous satisfaire exclusivement des standees. Ensuite, 175$ pour aller prendre les sleeves qui vont avec, mais également le playmat en néoprène. 350$ si vous voulez en plus de ça le jeu de base ainsi que tout un tas de trucs supplémentaires. Je vais pas faire la liste entière, mais bref, vous regarderez un petit peu le différentiel ici. On aura des sleeves, on aura le jeu de base, on aura les sleeves pour le jeu d'origine, on aura le playmat pour le jeu d'origine, mais également pour Inferno, etc., etc., etc. Vous avez aussi un petit peu le descriptif du contenu dans la boîte de Inferno seul, donc le standalone seul, avec 290 cartes, avec une direction artistique que je trouve assez inégale. C'est parfois assez sympa, assez classe, parfois assez moyen bof. Donc bon, je sais pas, vous ferez votre avis par vous-même. Ensuite, pour ce qui est des miniatures, vous en avez un petit aperçu ici. Toutes ne sont pas encore dévoilées, mais ça devrait venir d'ici la fin de la campagne. J'ai l'impression que les miniatures sont pas vilaines, mais pas hyper détaillées pour l'instant. Alors, est-ce que ce sont des renders 3D ou est-ce que ce sont vraiment des modèles qui ont été imprimés pour l'occasion de la campagne? Je ne sais pas. Pour l'instant, je les trouve pas très détaillées, mais avec de l'idée malgré tout. Ensuite, on va continuer pour aller chercher les frais de port. Sachez que vous pouvez aussi prendre en add-on des copies supplémentaires pour aller amortir, j'imagine, un petit peu les frais de port, mais également le jeu de base à 60$. Ensuite le tapis de néoprène pour aller déoxyfier un petit peu le tout, comme vous le sentez. On continue donc cette fois-ci pour aller chercher les frais de port, disais-je, qui se trouvent donc ici. Union Européenne 33 jusqu'à 60, parce que le 71 c'est pour les retail, c'est pour les boutiques. Donc 33 à 60 en niveau de pledge, en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Pour le Canada, 34 à 49, et puis pour nous au Japon, pour le coup, ça n'existe pas. Donc apparemment, ah si c'est ici, je suis mauvaise langue, 34 à 49, un petit peu comme pour le Canada d'ailleurs, et c'est la même chose pour le reste du monde d'ailleurs également. Voilà donc pour ce qui est de Ascension Tactics Inferno, cette extension slash standalone de Ascension Tactics, ce jeu de deck building avec des miniatures et des campagnes. 1904 contributeurs pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne et 250 000 € d'engrangés d'ores et déjà. Ça commence plutôt très très bien pour Ascension Tactics Inferno. Petit miracle en ce jour, avec un jeu allemand pas moche. Enfin, il n'est pas magnifique, mais il n'est pas moche. Il s'agit de Aventuria, qui revient avec deux nouvelles extensions assez conséquentes, semble-t-il, dans l'univers d'Aventuria, même si pour l'instant ça débute pas follement. On est à moins de 200 contributeurs, 32 000 € d'engrangés, donc c'est financé, à 19 jours de la fin de la campagne, mais c'est pas formidable non plus. C'est le 18e projet de Ulysses Spiel, donc c'est allemand, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que la majorité des campagnes précédentes étaient aussi pour l'univers de Aventuria. On en avait ici, on en avait encore ici, bref, c'est un univers qu'ils ont développé à fond. Il y a beaucoup d'extensions qui viennent enrichir Aventuria, qui à l'origine avait fait un truc genre voilà, 570 contributeurs, et ça s'est petit à petit amélioré sans jamais faire des scores extraordinaires non plus, hein, restons honnêtes. On n'a jamais fait des scores vraiment pétés, on est resté à 450, 500, 600. C'est un jeu qui a trouvé son public, mais qui n'a pas trouvé un succès d'estime suffisant pour en devenir un grand classique du jeu de société. Aventuria donc qui revient avec cette fois-ci une campagne intitulée Stories and Legends pour deux nouvelles extensions pour ce jeu qui est globalement un jeu de cartes, de gestion de main, de deck building un petit peu, qui peut être joué en 1 contre 1 mais également en coopératif. Alors je dis 1 contre 1 mais c'est peut-être jusqu'à plus de joueurs que ça, je ne sais plus, c'était 3-4, je sais plus. Checkons rapidement sur le BGG que j'avais sous les yeux tout à l'heure, c'est 1 à 4 joueurs.
1 à 4 joueurs, qui a quand même une bonne note de 7,5 sur BGG d'ailleurs. Vous pouvez le jouer donc en coop comme en PVP, selon votre bon vouloir. Apparemment, les extensions permettent de maintenant y jouer de 1 à 6 joueurs, donc c'est encore un petit peu plus, comment dirais-je, large en termes de potentiel. Ensuite, disais-je, on va avoir pas mal de nouveautés avec ici par exemple Path of Legends qui vient rajouter un mode de jeu supplémentaire intitulé Legend Mode qui vient ajouter pas mal de cartes là encore et puis des points d'aventure différents, etc. Donc pas mal de choses supplémentaires. Le tout pour 665 nouvelles cartes dans cette extension. Donc autant vous dire que des cartes, il y en a à voir parce que là c'est juste une extension. Dites-vous qu'il y a déjà 3, 4, 5 extensions préalablement sorties. Donc c'est un jeu qui est très riche de contenu. Et puis ensuite Mythical Stories qui vient vous ajouter un Story Mode, donc accompagné d'un livret de 48 pages avec des différents embranchements scénaristiques en fonction de l'évolution de la partie. Le tout pour des centaines, pour plus de 100 heures de fun dans cette campagne, voilà. Je suis pas un grand amateur de jeux en campagne, surtout quand on nous dit 100 heures de jeu alors que le jeu est déjà très riche derrière. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Ça pourrait attirer un nouveau public vers ce jeu-là. On est encore sur une grosse extension, parce que comme vous le voyez, 230 cartes nouvelles dans cette extension, et également plus de 100 pages, non, un peu moins de 100 pages, pardon, de story content, avec le book numéro 1 et le book numéro 2 d'aventure. Ensuite, vous avez aussi des nouveaux héros, avec Garathian et Al-Anfanian, apparemment. Sachez que pour chacune des extensions, il y a aussi des héros qui viennent s'ajouter, donc c'est vraiment un jeu très riche en contenu. Si vous voulez les deux nouvelles extensions, donc Myth and Stories et puis Path of Legends, il vous en coûtera tout de même 145$. Rappelons que c'est un jeu essentiellement composé de cartes, il n'y a pas de miniature, c'est quand même chéro. Ensuite, pour les New Heroes uniquement, donc seulement les deux héros qui sont ajoutés durant cette campagne, mais sans les extensions qui sont là, parce que vous pourrez les jouer avec les autres extensions préalablement sorties sans avoir besoin de ces deux-là. Ce sera quand même 45$ pour chacun, enfin pour les deux personnages, c'est quand même pas donné non plus pour des cartes. Ensuite, si vous voulez le total des deux extensions nouvelles plus les deux personnages nouveaux, 180$. Oui, j'ai mis nouveau après le nom, alors que théoriquement il devait être avant le nom, parce que je parle comme de la merde. Ensuite, New to Aventuria, pour ceux qui n'auraient pas le jeu de base, vous pouvez aussi le prendre, donc Adventuria 4 Game qui se trouve ici, plus les extensions préalablement sorties, donc Forest of No Returns, Ship of Lost Souls, et puis le dernier c'est Shape of Stone, je crois, 120$. Et puis ensuite, si vous voulez la totale, donc ce qui est sorti durant cette campagne, mais également tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant, 299$, donc encore plus cher. Mais là, c'est pas la totalité, mais c'est la totalité de ce qui s'est fait en termes d'extension. Par contre, si vous voulez la totalité des extensions et des personnages également, alors là, il faudra aller chercher le All-In, le All Venturia, à 600$. Donc c'est quand même très cher, mais là, vous aurez toutes les extensions et tous les personnages également. Donc 17 héros, 24 aventures, plus de 200 heures de fun, voilà. C'est après tout pour cette campagne de Aventuria qui, comme vous l'avez vu pour l'instant, ne rencontre pas un succès extraordinaire, mais quand même qui a trouvé son public, comme à chaque fois. Pour ce qui est des frais de port, pour le Canada ça va aussi entre 22 et 50$ de frais de port en fonction du niveau pledge. L'Union Européenne va s'en tirer un petit peu mieux, entre 15 et 35$ de frais de port, et pour nous qui sommes en Asie, entre 22 et 70$, ça pique un petit peu. Et par contre, pour ce qui est de la TVA, elle sera ajoutée, je pense, dans le Pledge Manager, j'imagine. Ça devrait être ça a priori. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que je peux vous dire concernant Aventuria, Stories and Legends, près de 200 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, mais pas de version francophone. The Red Dragon Inn fait son retour, lui aussi, avec un 9e épisode sur Kickstarter, The Undercity, encore une extension slash standalone, donc vous n'aurez pas besoin du jeu de base pour pouvoir jouer à cette extension standalone, pour avoir accès à encore plus de nouveaux héros. D'ailleurs, vous les voyez tous ici, hein, 1, 2, 3, 4 nouveaux héros proposés dans ce 9e épisode de Red Dragon Inn. Le jeu a pour l'instant accueilli près de 2100 contributeurs à l'heure où je vous parle, 20 jours avant la fin de la campagne, et 166 000 € d'engrangés. C'est plutôt un très joli début de campagne pour Slugfest Games. Pour rappel, la dernière campagne de The Red Dragon Inn était à 1780 contributeurs, donc on les a déjà dépassés, donc allez comprendre. Ceci dit, je suis très surpris de voir que c'est eux qui avaient fait Where's My Ride. D'accord, je l'avais traité, je crois que c'était en octobre ou novembre dernier, je voyais pas du tout cet éditeur-là derrière ce jeu-là. Comme quoi il y a des surprises tous les jours. Quoi qu'il en soit, Red Dragon Inn, 9e épisode, The Undercity, vient vous rajouter de nouveaux héros, donc 4,
Ce sera pour 2 à 4 joueurs, 45 minutes la partie, pour 13 ans et plus. On est essentiellement sur un jeu, là encore, de cartes, avec certes un plateau individuel, quelques petits tokens par-ci par-là, mais en gros, on est dans la taverne, on va sauter sur la tronche, etc., etc., comme toujours avec l'univers du Red Dragon Inn. Je ne crois pas qu'il y ait de version francophone pour cet univers de Red Dragon Inn, mais à vérifier, parce que quelque chose me dit que quelqu'un m'avait parlé d'une VF il y a longtemps, mais je vais pas me tromper. Quoi qu'il en soit, les nouveaux personnages ici avec Dale the Mycologist, Beast Sergeant Yegela, Dr. Tercy et Jet the Courier, apparemment c'est ça. Et voilà, donc pour les pledges, vous aurez donc le pledge de base à 40$, je passe assez rapidement, hein, pour la totalité de ce que vous voyez ici, donc les nouveaux personnages avec leurs cartes référentes bien évidemment. Ensuite, on a un pledge édition Kickstarter à 35$ qui vient sans boîte, parce qu'en fait, ça vous donne l'occasion de mettre directement le contenu de cette nouvelle extension dans une sorte de big box qui était précédemment sortie. Ensuite, la Collector's Edition pour 90$, donc là c'est quasiment le double du prix, qui vient s'accompagner de quelques pièces de métal, de cartes supplémentaires, etc. etc. 85$ si vous la prenez sans boîte. Ensuite, The Red Dragon All-In, 2000$. Si vous voulez la totalité de ce qui est sorti précédemment, là par contre ça coûte très très cher, mais j'imagine que ça s'accompagne également d'autres choses au-delà simplement de tous les jeux sortis jusqu'à maintenant, hein. On aura plein de pièces de métal apparemment, on aura aussi un t-shirt, on aura d'autres petites promo cards, on aura plein de petites exclusivités propres à cette campagne. Voilà, mais bon c'est quand même très très cher, c'est quand même proche d'un pledge mécénat sans vraiment de retour sur investissement on va dire, quoi. Ensuite, continuons avec les frais de port. Pour le Canada, 13 plus... non, c'est 13 tout court. En fait, ils amortissent, ils prennent 7$ de leur poche pour les frais de port, pour vous amortir et vous proposer des frais de port relativement sympatoches. Pour l'Union Européenne, c'est 17$. Ensuite, pour le reste du monde, c'est 30$. Un petit peu plus cher, par contre. Et la TVA sera à ajouter durant le Pledge Manager, comme c'est assez souvent le cas ces derniers mois. Voilà pour The Red Dragon Inn, épisode 9, The Undercity. Je passe assez rapidement dessus parce que je connais assez mal l'univers de ce jeu. Mais si vous y avez déjà joué, si vous êtes fan de l'univers, dites-moi en plus en commentaire, ça fera plaisir à tous ceux qui pourraient s'y intéresser potentiellement. Construction de ville via placement de tuiles, contrôle de territoire également, sont au menu pour Lords of Vegas. Nouvelle édition, puisque oui, il s'agit d'un jeu sorti il y a plus de 10 ans, en 2010 si mes souvenirs sont bons, et qui nous revient sur Kickstarter avec une nouvelle édition qui vous permettra de jouer jusqu'à 6 joueurs désormais, mais également qui s'accompagne de 2 nouvelles extensions qui n'étaient pas sorties préalablement. Donc pour tous les fans de Lords of Vegas, c'est l'occasion de remettre un petit peu le tout au goût du jour, sachant que Launchpad Games, si je me souviens bien, l'année dernière avait déjà fait une tentative pour cette refonte de Lords of Vegas qui s'était soldée par un échec, si mes souvenirs sont bons. Ça avait été annulé voilà, en décembre 2022, ça remonte à très très peu de temps en fait. Je vous revoyais ça plutôt je sais pas, juillet août dernier. En fait, c'était beaucoup plus récent que ça. Quoi qu'il en soit, Lords of Vegas, après une annulation en décembre dernier, revient, et cette fois-ci, c'est bon. 1300 contributeurs pour l'instant, 127 000 € d'engrangés, donc c'est largement financé, à 21 jours de la fin de la campagne. Pour ce jeu donc de construction de ville, vous allez construire Vegas en fait, hein, tout simplement, et vous allez chercher à contrôler la ville qui ne dort jamais, hein, qui est peuplée de casinos et de gens à poil parce qu'ils ont tout perdu. Reste à voir lequel d'entre vous saura mieux tirer ses gains en fait avant de tout perdre. Voilà pour ce qui est de Lords of Vegas, beaucoup de contrôle de territoire, de placement de tuiles, beaucoup de jet de dés aussi comme vous pouvez le voir et l'imaginer sur cette image, il y en a des dés dans tous les sens. C'est pas un jeu qui m'attire du tout personnellement, mais bon, si vous avez apprécié le jeu d'origine, sachez que donc, vous pourrez maintenant y jouer jusqu'à 6 joueurs et non plus jusqu'à 4 comme c'était le cas précédemment, et qu'en plus vous pourrez aussi mettre la main sur 2 extensions qui n'avaient jamais vu le jour jusqu'à maintenant. Donc les pledges, on a ici The Americano, 40$ pour la toute nouvelle extension All New Americana. Donc 4 nouvelles cités, 4 nouvelles villes de casinos en fait des États-Unis, Atlantic City, Reno, New Orleans, et j'arrive pas à lire la dernière parce que la police est un petit peu illisible. Quoi qu'il en soit, 4 nouvelles villes casinos des États-Unis qui seront disponibles avec, j'imagine, du coup une disposition un petit peu différente, ce qui renouvelle un petit peu le gameplay là encore. Ensuite, on a aussi le pledge à 50$, pardon, Combo Platter, donc la nouvelle extension Americana, donc celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, mais qui sera accompagnée aussi d'un petit deck de événements que vous voyez ici, Convention Events. Ensuite, on a aussi le pledge Table for 6, donc le jeu de base
Lords of Vegas, mais avec cette refonte graphique et qui vous permet désormais de jouer jusqu'à 6 joueurs, contrairement à avant. Ensuite, vous pourrez aussi prendre le Dinner Package à 100$ pour avoir tout ce qui est nouveau durant cette campagne, à savoir donc le nouveau jeu de base, ainsi que l'extension Americana et aussi Con Jobs, qui est donc la petite extension que l'on voit ici. Ensuite, on a aussi The Grand Buffet avec 120$ qui s'accompagne donc du jeu de base plus l'extension Americana et l'extension Underworld que vous voyez ici. Et All You Can Eat 200$ pour avoir la totale de ce que vous avez vu précédemment, ainsi que des D2, enfin pas des dés, des jetons pardon, de poker. Donc ça c'est plutôt sympa en termes de thématique, ça ajoute un petit truc en immersion qui est vraiment sympatoche. Et si vous voulez de l'immersion et de la deluxification, vous pouvez aussi prendre le pledge 400$ de Boss's Table, qui s'accompagne d'un petit coffret pour aller stocker l'ensemble de vos jetons de poker, avec aussi des petits sachets pour les contenir. Ensuite, on va aller faire un petit passage du côté du gameplay, avant de passer directement vers les frais de port. Alors vous voyez ici donc les différents emplacements de dés, c'est pour la raison pour laquelle il y a beaucoup de dés tout à l'heure sur l'illustration que vous avez pu apercevoir. Le scoring sur le côté bien évidemment, hein, c'est très classique de ce point de vue là, et donc vous aurez de la construction de cités, hein, vous allez placer vos dés et y ajouter des tuiles pour aller tirer encore plus de gains à l'avenir, et puis en fonction de la ville que vous allez choisir, les emplacements seront différents, le gameplay sera un petit peu différent lui aussi, donc c'est assez intéressant. Là par exemple on a Reno, qui est l'une de ces fameuses villes casino des États-Unis. Ensuite, passons donc aux frais de port, qui se trouvent ici. Non, pas ici, je les ai perdus. Où est-ce? Alors c'était ici, voilà. Alors, pour avoir un petit aperçu des frais de port, il vous faudra cliquer ici, comme indiqué, pour avoir accès à ce que j'imagine être une page Excel sur Drive peut-être. Oui, c'est ça. Alors, ça va être un petit peu long. On va se contenter de quelques pays, hein. Belgique, pas Finlande, non, France, Belgique, les Luxembourg, Monaco pour le fun, parce que Monaco quand même, hein, voilà, casino. 18, 20, 21, 28 pour Monaco, c'est encore un peu plus cher. Si on prend par exemple le All You Can Eat, ça va faire donc du 24, du 28, 29 ou encore 32. Voilà, à peu près, vous retrouverez un petit peu là-dedans le pays qui vous intéresse, avec également le pledge qui vous intéresse, et ça vous donnera un petit aperçu des frais de port que vous serez certainement amené à payer. Pour la TVA, je ne vois pas de mention faite, mais comme c'est un jeu américain, a priori vous devriez avoir à payer la TVA durant le Pledge Manager, j'imagine. Voilà donc pour ce qui est de cette nouvelle campagne de Lords of Vegas avec 2 nouvelles extensions, 1300 contributeurs, 127 000 € d'engrangés. Encore une extension pour D-Day Dice, le jeu de dés qui vous place dans la Deuxième Guerre mondiale, le jour du débarquement de Normandie. Pour l'instant, cette nouvelle extension avec reprint, réimpression du jeu de base, a accueilli 471 contributeurs, 26 000 € d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne pour ce jeu coopératif qui a reçu pas mal de récompenses sur BGG, sur Dice Tower et compagnie. C'est un jeu qui est plutôt apprécié par la communauté, mais qui, si je me souviens sont bons, n'est pas disponible en français. Je vérifierai peut-être rapidement dans la FAQ, histoire de... je vois rien concernant les langues, a priori je pense que non. Il me semble que c'était un projet qui n'avait que une version anglophone. Quoi qu'il en soit, 11e projet pour World Forge Games, qui précédemment avait aussi pondu SAS Rogue Regiment, qui avait l'air d'être très sympa. Bon, que j'ai pas backé malgré tout, parce que c'est pas le type de jeu qui m'intéresse outre mesure, mais c'est vrai que si je devais me lancer un petit peu dans l'univers du wargame, même si c'est pas un wargame, j'en ai bien conscience, SAS Rogue Regiment ferait peut-être partie de ceux qui pourraient me convaincre de me lancer, de tenter un petit peu. Pour le reste d'ailleurs, vous voyez que World Forge Games, l'éditeur en question, sort pas mal de jeux dans cet univers très, comment dirais-je, belliqueux, on va dire, hein. Il aime bien les jeux où on se fout sur la tronche à grands coups de canon de 12. Voilà. Alors, continuons donc pour découvrir un petit peu cette nouvelle campagne avec bien sûr réimpression, plus extension que vous voyez ici pour Reinforcements, donc les renforts, le tout pour 15 livres, donc c'est quand même très abordable, ainsi qu'une petite War Story de Big Snafu, donc un petit peu comment dirais-je, d'ajout de scénario. Ensuite, on a un pledge Logistics qui vient s'accompagner de 2 micro-extensions en plus de renforts, Supplies et Rogue Regiment. Ensuite, vous pouvez aussi repartir sur un pledge de base, en gros, donc le jeu d'origine, D-Day Dice 2e édition,
plus l'extension qui fait l'objet de cette campagne actuelle, donc Reinforcements, le tout pour 65 livres. Ensuite, vous avez aussi Quartermaster à 140 $ pour accompagner le tout de différentes extensions sorties préalablement comme Atlantic Wall, Way to Hell ou War Stories par exemple, ou encore Legends et donc la nouvelle extension Reinforcements. Vous avez aussi tout un lot de add-ons, y compris certaines extensions comme vous pouvez les prendre aussi à la carte comme bon vous semble. Pour le reste, je passe assez rapidement. Sachez que la TVA sera aussi ajoutée dans le Pledge Manager, que pour l'Union Européenne, ce sera entre 10 et 18 livres en fonction de pledge que vous choisirez. Pour le reste du monde, 30 à 45, Canada, 15 à 25 livres de frais de port. C'est à peu près tout, et oui, j'en parle très peu, très rapidement, parce que c'est un jeu que je connais très mal. Je sais juste que c'est donc un jeu où on va guerroyer durant la Deuxième Guerre mondiale avec essentiellement des dés. Voilà, un jeu très Ameritrash, même si c'est anglais. Alors attention, petit warning de début de présentation de la campagne. On vous met ici un gros 8.3 sur BGG pour la campagne de Soria, ou plutôt pour la campagne de l'extension de Soria, intitulée Claw Soria. Mais attention, si vous checkez sur BGG, il y a actuellement, je crois, une quarantaine d'évaluations du jeu. C'est très peu, donc prenez ça avec de grosses pincettes qui font l'équivalent de vos bras, en gros. Parce que c'est quand même très peu de monde, et il y a forcément dans le tas des amis, de la famille des créateurs, etc. Donc bon, en général sur BGG, s'il y a moins de 100 évaluations, je me fie pas trop à la note générale, quoi, en gros. Quoi qu'il en soit, Soria revient avec une nouvelle extension intitulée Claw of Soria qui vient vous ajouter un mode coop, ce qui n'était pas le cas lors du jeu d'origine, mais également de nouveaux dinosaures, de nouveaux personnages, et puis également un nouveau dinosaure hybride un petit peu dégueulasse, un petit peu dangereux. Enfin, tous sont dangereux, mais celui-là encore plus. Quoi qu'il en soit, pour tous les amateurs de Jurassic Park, pour l'instant, 306 contributeurs, 24 000 € d'engrangés, c'est donc financé à 27 jours de la fin de la campagne. La page n'a pas chargé, donc je m'occupe de la recharger tout de suite. Voilà, c'est fait. Pour rappel, Million Games avait donc proposé l'année dernière le jeu de base, Soria, qui avait fait 646 contributeurs, ce qui n'était pas si mal. C'était un jeu de chacun pour soi, où en fait on cherchait à s'évader d'une île à la Jurassic Park, avec différents personnages, avec un petit peu d'asymétrie au niveau des compétences. C'est un petit peu plus de la même chose, à savoir donc plus de personnages, plus de dinosaures, et puis aussi un mode coop qui a été ajouté à ce jeu. Mais ceci dit, fondamentalement, ça reste le même jeu. C'est toujours pour 1 à 5 joueurs, 45 à 150 minutes la partie, 14 ans et plus. Donc voilà, pour le reste, c'est la même chose, mais comme je le disais, avec des petits ajouts en termes de mode de jeu, notamment avec ce mode coopératif, de nouveaux dinosaures, de nouveaux personnages. Voilà, prenez ça, le 8.3 sur BGG, avec des pincettes, ou même le prenez pas du tout, à la limite, ça ira plus vite. Voilà, pour les deux nouveaux dinosaures, on a ici, je vais même pas essayer de prononcer ce nom, parce que, non, voilà, je vais pas le faire. Et puis, sachez aussi que on aura potentiellement de nouveaux personnages ou de nouveaux dinosaures en plus dans les stretch goals au fur et à mesure que la campagne se développe. Pour le reste, j'ai envie de dire, checkez la chaîne des Ludovores et dans la chaîne des Ludovores, cherchez Soria, vous trouverez la description du jeu pour le jeu de base en fait que j'avais présenté l'année dernière, et ça ira plus vite que de vous retaper ce même passage ici, et encore, d'autant plus que la campagne est très longue, il y a beaucoup d'informations. Mais on va revenir rapidement sur les niveaux de pledge, qui sont donc ici, 35 $ pour l'extension Claw Soria, donc bon, c'est quand même un petit peu cher, parce qu'il y a assez peu de nouveaux contenus en réalité. Vous pouvez aussi pledger le jeu de base, bien évidemment, pour 69 $, ou vous pouvez aussi pledger un bundle, le Raptor Bundle, pour 93 $, soit un petit discount de 10% apparemment. Il y a aussi un pledge Allosaur que j'avais pas vu tout à l'heure en checkant, qui aura des acryliques, des standees en acrylique, ça c'est plutôt sympatoche pour le coup, et également des fichiers FTS pour... non, c'est des miniatures directement, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Les miniatures directement fournies. Bon, bah c'est plutôt sympa, ma foi. Après, pourquoi fournir les deux? Si on a des acryliques, pourquoi mettre des miniatures? Et si on a des miniatures, pourquoi mettre des acryliques? Bon, après, ça donne le choix, pourquoi pas, mais ça fait un jeu un peu plus cher, du coup. Et les personnages disponibles aussi en miniature. Ensuite, on va... Oh, il y a encore un pledge. Oh, dis donc, j'avais zappé encore un pledge, disons. Tyrannosaurus, pour cette fois-ci, la même chose, mais avec encore plus de personnages, avec plus de miniatures de dinosaures également, avec Sauria's Secrets, donc une sorte de micro-extension, pour 189 $, par contre, ça commence à faire assez cher.
Allez, cette fois-ci, on va y aller sur... Parce que je m'aperçois qu'il y a d'autres niveaux de pledge, mais là c'est plutôt du mécénat, donc on s'en fout un petit peu. On va passer directement donc cette fois-ci sur les frais de port. C'est ici que ça se passe, avec pour le Canada 26 à 27 $, pour l'Union Européenne 19 à 22, et pour nous qui devons être dans le APAC, j'imagine, ça doit être de 13 à 15 Non, je vous dois me tromper quelque part. Non, j'ai envie de dire que ça doit être ça quand même. Peut-être 13 à 15, allez savoir. Je sais pas très bien, je sais plus si le Japon est dans l'APAC ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Claw of Soria, extension coopérative d'un jeu qui ne l'était pas précédemment, mais qui, disons, gonfle un petit peu ses stats avec ce 8.3 sur BGG. Mais pour l'instant, c'est financé et reste un peu moins d'un mois de campagne. Et on enchaîne avec le dernier projet de cette seconde partie de vidéo, à savoir Street Fighter V Champion Edition Legends, c'est un petit peu long à dire, et vous le constatez, hein, pour une si grosse licence avec Colossal Games derrière, bon, il faut bien reconnaître que le jeu en l'état pour l'instant se prend un Hadouken magique derrière le nuque, c'est pas beau à voir, 550 backers en 4-5 jours de campagne pour une aussi grosse licence soutenue par un éditeur déjà quand même assez renommé, c'est pas glorieux. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce manque de succès de la campagne? Alors bon, GameFound pour le coup n'est pas une excuse, comme ça peut l'être pour beaucoup de campagnes, parce que pour le coup c'est un éditeur assez reconnu et bien installé, donc c'est pas ça, c'est pas la licence non plus, parce que c'est vraiment une licence pompe à fric s'il en est, hein, donc Street Fighter c'est quand même un des jeux qui fait beaucoup vendre généralement. Là je pense qu'il faut aller chercher du côté du type de jeu dont il s'agit en réalité. Alors c'est un jeu qui, comme vous le voyez déjà, est un peu le cul entre deux chaises, puisqu'il va proposer des standees, mais également des miniatures. Les miniatures sont plutôt sympas, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Par contre, les standees et le mélange standees avec miniatures, c'est rarement très agréable à l'œil. Et au-delà de ça, c'est surtout aussi, je pense, parce que c'est un jeu coopératif, et qui dit Street Fighter en général dit rarement jeu coopératif, mais plutôt jeu de confrontation. Or, il en existe déjà un, qui était l'œuvre de Jasco Games, qui était paru il y a 2-3 ans, si je me souviens bien, avec déjà pas mal de retard lui aussi, mais bon, il a été livré au moins. Et donc du coup, cette Champion Edition de Street Fighter, pour l'instant, ben, elle accroche pas grand monde, je pense aussi parce que c'est un jeu coopératif, et que c'est un petit peu à 1000 lieues de ce qu'on a l'habitude d'imaginer quand on parle de Street Fighter. Quoi qu'il en soit, c'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties assez courtes, de 45 minutes environ, pour 14 ans et plus. C'est un jeu donc coopératif, comme je le disais, de, comment dirais-je, de beat them up, on pourrait le dire, en gros, un beat them all, pardon. Donc on va essayer de, comment dire, de maraver un maximum de baddies, hein, de méchants, avant d'arriver finalement au boss du niveau et de lui foutre sa race lui aussi, bien évidemment, en utilisant les différents personnages à notre disposition, comme ici on peut le voir avec Liu ou avec Ken ou encore Chun-Li par exemple. Il y en aura tout un paquet, sachant qu'ils les ont un petit peu décomposés parce qu'il y a la boîte de base et également une extension, et que certains persos de, comment dirais-je, du lore principal d'origine de Street Fighter n'est présent que dans l'extension. Donc ça aussi, bon, c'est une approche stratégique assez courante que personnellement j'apprécie assez modérément. Il y a certains personnages comme Blanca ou comme Guile par exemple qui sont uniquement dans l'extension, et ça c'est quand même un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, je disais donc 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 30 à 90 minutes, donc c'est un petit peu différent que ce qui est marqué ici. J'imagine que ça dépend des scénarios que l'on choisira en début de partie. Ensuite, vous voyez ici le pledge d'origine, enfin le pledge de base, pardon, avec la boîte de base, 75 $, c'est déjà assez cher pour un jeu qui, au final, quand on le voit ici sur la table, n'a pas un matos extraordinaire, hein, soyons honnêtes. Il y a effectivement quelques miniatures par-ci par-là, mais le matos c'est pas flamboyant non plus, ça coûte un petit peu cher. Certes, les personnages auront bien évidemment leur propre miniature et leur propre set de compétences particulières, hein. Bien évidemment, ce sera un peu asymétrique, même si fondamentalement c'est le même type de gameplay, c'est juste que les compétences de chacun des personnages seront un petit peu asymétriques. Ensuite, continuons avec le contenu justement de cette boîte de base. Alors vous le voyez, donc les miniatures sont plutôt très classe. Ici on a par exemple Liu, on a Ken, on a Dalsim, Chun-Li, Mika, Laura, il y en a certains que je ne connais pas d'ailleurs. Donc il y a une sorte de mélange des générations de Street Fighter. On a aussi Zangief, Ibuki que je connaissais pas non plus, Birdie, Rashid que je connais pas, Sakura. Bref, il y en a un paquet que je connais pas. Donc ça va être... je me suis arrêté un petit peu à Street Fighter 2 en même temps, donc c'est assez logique. Quoi qu'il en soit, le personnage en miniature et son set de cartes également, qui est assez limité, ils n'ont pas beaucoup d'attaques non plus, donc c'est vrai que aussi en termes de, comment dirais-je, de variabilité, bon, le jeu n'est pas extraordinaire. Et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'avoir Dalsim qui du coup ne lévite pas,
bah, c'est un peu bof quoi. Alors je comprends bien qu'en termes de miniature on n'a pas trop le choix, à moins de mettre une sorte de petite protubérance plastique transparente pour faire genre qu'il l'évite, donc il a un pied sur le sol, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, continuons, 84 cartes donc de différents types, charge, zoner, rushdown, etc. Ensuite, vous aurez les Nemesis, donc les standees des boss de niveau, on va dire, avec leurs propres plateaux et leurs propres attaques. Ensuite, les cartes de Nemesis que vous voyez ici. Ensuite, tout un tas de petits baddies, donc en gros les méchants, mais les sous-fifres des Nemesis, qui seront donc eux aussi avec leurs petits standees en carton, avec leurs cartes de minions. Ensuite, tout un tas de cartes de tuiles, en fait, de niveau que vous allez explorer pour aller justement vous foutre sur la tronche avec les adversaires. Différentes bases, enfin différents repères de méchants seront disponibles dans la boîte. Ensuite, tout un tas de petits tokens par-ci, par-là. Et ensuite, vient s'ajouter à cela donc l'extension The Four Kings, qui vient vous ajouter 12 nouveaux combattants avec leurs miniatures en 3D, qui pour l'instant sont en cours de travaux, on va dire. Donc on les a pas encore, les miniatures, mais vous avez un petit échantillon de la catégorie de personnages qui pourraient être inclus dans cette extension de Four Kings, avec par exemple Guile, Blanca ou même Honda qui n'est pas disponible dans la boîte de base, même Camille par exemple, donc on a quand même pas mal de persos qui sont assez importants, qui sont pas dans la boîte de base, et notamment quand même Bison, Vega, Balrog, donc certains des boss de Street Fighter 2 qui ne sont pas disponibles dans la boîte de base. Ça aussi, bon, je le comprends encore une fois, la volonté de pousser les gens à l'achat de l'extension pour avoir certains des personnages les plus iconiques de la série, mais bon, c'est quand même un petit peu une stratégie douteuse malgré tout. Sinon pour le reste, c'est un peu la même chose, hein, c'est toujours encore une fois... je voudrais dire les personnages avec leurs cartes, avec leur deck personnel, avec les tuiles qui vont avec pour leurs propres compétences, avec les plateaux de Nemesis que sont donc Vega, Balrog, etc. Les minions qui vont avec leurs standees en carton, etc. Donc c'est plus de la même chose, sauf que certains des personnages que l'on aurait pu imaginer dans la boîte de base n'y sont pas, et il faudra forcément requérir la boîte d'extension pour y accéder. Pour la campagne en cours sur GameFound, vous aurez aussi Dan Hibiki disponible en exclusivité GameFound apparemment. Ensuite donc pour résumer, 75$ le Fighter Tier avec la boîte de base ainsi que Dan Hibiki, donc le personnage exclusif. Ensuite vous avez 115 le Combo Tier avec donc la boîte de base plus l'extension Champion Edition Legends The Four Kings que vous voyez ici, ainsi que Dan Hibiki malgré tout. Et puis ensuite vous avez l'opportunité de faire des group pledges également, qui sont pas... ça vous permet d'aller amortir un petit peu les frais de port et de payer un petit peu moins cher à l'unité. Mais bon, c'est pas un discount vraiment révolutionnaire, parce que vous le voyez, hein, 115$ x 4, ça doit vous faire du coup du 460, là vous êtes à 450, donc c'est pas une réduction si conséquente que ça. Ensuite, pour continuer à explorer un petit peu la campagne rapidement, vous avez un petit aperçu ici du gameplay, donc avec les différentes cartes, les différentes compétences de chacun des personnages que l'on va chercher à activer en fonction des tokens en ordre de possession, les dés que l'on va aussi jeter, et on va essayer de coopérer les uns avec les autres pour réduire à néant les forces adverses avant d'enfin pouvoir affronter un Nemesis, donc un boss de fin de niveau qui aura lui aussi son propre set de compétences particulières et asymétriques. Ensuite, vous pouvez jouer la démo sur TTS apparemment. Vous pouvez aussi télécharger le livret de règles pour ceux qui voudraient se faire un premier aperçu pour voir si c'est un jeu qui pourrait éventuellement les contenter ou non. Et puis sachez également que ici vous avez le sempiternel Nyx, notre maître à tous, qui a posté sa vidéo de review sur ce dungeon crawler coopératif. Et coopératif, encore une fois, ça fait bizarre de le dire pour un univers de Street Fighter. Et je pense que, bon, même s'il reste très neutre comme souvent, et c'est un de ses plus grands atouts d'ailleurs à Nyx, même s'il reste neutre, on sent quand même que il comprend assez aisément les points qui peuvent être perçus comme étant négatifs de la part des joueurs du public potentiellement intéressés par le jeu à l'origine. Ensuite, on va passer directement aux frais de port que voici. Pour le Canada, 20 ou 25 en fonction du pledge de base ou du pledge avec l'extension, ou 40 si vous prenez un pledge groupé. Ensuite, pour la France, mais également le Luxembourg, encore la Belgique, 16, 20, 25. Pour le reste de la francophonie, la Suisse par exemple, 20, 25, 45. Et puis ensuite, pour nous qui sommes au Japon, 52, 60, 180.
pour un jeu dont l'univers provient pourtant du Japon. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait de devoir passer par les bateaux ou les avions pour livrer le jeu, bien évidemment, mais quand même, ça pique un petit peu. Et en plus, ça n'a pas de version japonaise a priori. Quoi qu'il en soit, le jeu devrait être livré pour avril 2024, plus quelques mois de retard potentiels. On verra. Voilà donc pour Street Fighter V Champion Edition Legends, qui pour l'instant n'a pas séduit grand monde, et je peux le comprendre. Ceci dit, et j'ai oublié de le dire, mais de toute façon, vous l'aurez vu en début d'intervention avec le petit drapeau, la version francophone est disponible durant la campagne, donc pour ceux que ça intéresse malgré tout, malgré le fait que ce soit coopératif, malgré le mélange standees miniature, il y a quand même moyen de se le procurer et d'y jouer en français. Voilà donc pour Street Fighter V. Et du coup, c'est tout également pour le plat de résistance de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux 3 desserts. Lesquels sont-ils? On le découvre tout de suite ensemble. On entame donc cette dernière partie, les desserts de la semaine, avec un jeu qui n'était pas présent dans le sondage de la semaine. Il a été annoncé un petit peu tardivement, alors que pourtant c'est une seconde tentative pour The Curse of Candelabria, qui, vous le voyez, a aussi une version francophone. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, la moins bonne nouvelle, c'est que vous le voyez, en l'état, on est à 96 000 €, ce qui est quand même un très bon résultat en soi, mais le seuil de financement est à 150 000 €. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, j'apprécie plutôt les seuils de financement honnêtes, comme c'est le cas ici. C'est plus généralement le cas contraire, où on voit des seuils de financement à 50 000 € et parfois ça finance et on annule alors même que le seuil a été doublé voire triplé malgré tout. Là pour le coup ils ont fixé un seuil de financement assez conséquent et du coup pour l'instant ça rame un petit peu, et quand on galère à aller chercher le seuil de financement, généralement la campagne s'englue un petit peu, s'embourbe un petit peu dans les méandres de Kickstarter sans vraiment progresser tant que ça. Bon là on est actuellement à 65% environ du seuil de financement, ça reste encore jouable, il reste 18 jours avant la fin de la campagne, mais ça veut aussi dire que les stretch goals, ça va être un petit peu compliqué d'aller les débloquer, et ça aussi c'est une raison supplémentaire qui fait que la campagne va un petit peu pédaler dans la semoule. Quoi qu'il en soit, je vous l'annonce, sans aller jusqu'au coup de cœur, ça fait d'ailleurs un sacré bout de temps que j'ai pas mis un coup de cœur dans le menu de la semaine, mais sans aller jusqu'à un coup de cœur, j'ai envie de dire quand même tulipe à 23 degrés et demi. Parce que honnêtement le jeu visuellement il a vraiment un style qui lui est propre. On peut le comparer à beaucoup d'autres jeux de cette même catégorie qu'est le contrôle de territoire, parce qu'il fallait bien que je le dise au bout d'un moment, mais il a quand même une sacrée classe, il a une belle allure, et en plus de ça thématiquement c'est super sympa, puisqu'en fait on est placé dans un monde où les humains ont subi la malédiction de Candelabria et ils sont tous transformés en bougies qui se consument progressivement. Ils ont été transformés plus ou moins en cire avec une flamme au niveau de la tronche, du cortex cérébral, et du coup il se consume au fur et à mesure, et donc il va falloir essayer de prendre le contrôle en gros de l'univers de Candelabria pour réussir potentiellement à mettre fin à la malédiction en gros. Et en plus vous aurez des châteaux ambulants un peu à la Ghibli, eux aussi composés d'un mélange de métal et de cire. Donc là c'est plutôt très classe, avec des belles miniatures, des beaux éléments, on a des belles ressources aussi que l'on voit sur le plateau ici. C'est très bien illustré, c'est très joli. Je trouve que c'est un jeu qui envoie vraiment du pâté en termes de direction artistique. Reste que pour l'instant, c'est pas financé, mais bon, on a encore un petit espoir de le voir financé à mon avis. Pour l'instant, on est à 600 contributeurs, c'est loin d'être ridicule. Je pense que c'est un jeu qui, s'il avait eu un objectif de financement, et c'est un peu contradictoire, je l'entends bien, avait un seuil de financement un petit peu plus léger, de l'ordre de 75-80 000 €, on l'aurait certainement dépassé assez largement, et on serait certainement vers les 125, 130, 150 000 € à l'heure actuelle en fait. Donc bon, c'est un parti pris qu'ils ont décidé de prendre. C'est un peu redondant comme phrase, et du coup je le comprends, je le soutiens, mais c'est compliqué parfois. Lunar Hawk Studio, c'est un studio italien qui nous vient de Milan, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est aussi eux qui étaient derrière un jeu qui avait fait un gros succès assez récemment. En l'occurrence, il s'agit de Sheol, que vous voyez ici, avec un 8.8 sur BGG. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, il faut prendre les notes sur BGG avec des pincettes, surtout quand il y a assez peu d'évaluations disponibles sur le site. Là, pour le coup, Sheol a quand même un peu plus de retours, de commentaires de backers ayant reçu leur jeu, ayant joué depuis quelques mois maintenant. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a des critiques plutôt dithyrambiques, qui a vraiment reçu une très bonne réception. Je suis très redondant aujourd'hui, reçu une bonne réception, ça veut rien dire. Quoi qu'il en soit, vous aurez compris ce que je veux dire, c'est un jeu qui récolte de très bons commentaires, très dithyrambiques, et du coup, c'est plutôt
gage de semi-qualité, semi seulement parce que c'est uniquement leur second projet. Alors vous voyez ici qu'il y a un troisième projet, mais en réalité le précédent c'était déjà The Curse of Candelabria le mois dernier ou en décembre, je ne me souviens plus très bien. Et ça s'était soldé par une annulation. Pas un échec, mais une annulation. Et je me demande si on va pas suivre un petit peu le même chemin vu l'état de la campagne actuellement. Quoi qu'il en soit, vous avez ici un petit résumé des différents mécanismes qui vont rentrer en compte dans ce jeu. À savoir principalement le contrôle de territoire, il y aura aussi des combats tactiques, il y aura aussi de la stratégie sur le long terme, on aura aussi bien évidemment un petit peu de jeu de main comme vous l'aurez pu imaginer avec les cartes que l'on a ici, il y aura aussi un thème unique comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, et puis apparemment zéro chance qui pourrait entrer dans la partie en termes de mécanisme, c'est plutôt agréable d'avoir un jeu purement stratégique et qui se repose très peu, voire pas du tout, comme c'est le cas apparemment ici, sur la chance. Un petit aperçu également de la direction artistique ici, on verra un peu plus d'aperçu par la suite, mais c'est vraiment un jeu qui est très très beau visuellement parlant. Alors, regardons un petit peu ce à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez ici que vous avez plusieurs houses, donc différents clans que vous pourrez contrôler, qui seront bien évidemment eux aussi un petit peu asymétriques, le tout pour aller saupoudrer le jeu d'encore un peu plus de stratégie, de profondeur, de rejouabilité. Ici, vous avez par exemple le Sinis Clan, avec le château ambulant qui correspond à sa faction. Hein. Chacune des factions a sa propre couleur, sa propre miniature de château ambulant. Ensuite, ici, on a le Nova Vita Coven, avec là encore un très beau château ambulant, et ça rappelle vraiment Ghibli pour le coup. Ensuite, on a aussi le Satores Order avec son beau château avec des visages dessus. Ensuite, le Rota Aurea Guild, encore une fois très très classe. Et puis, les Luminis Knights. Je crois que c'est à peu près tout pour les factions. Je pense, si je me souviens bien, qu'il y avait quelques factions supplémentaires éventuellement pour une extension. On verra ça par la suite. Le How to Play, brièvement, sachant que là, aujourd'hui, encore une fois, comme vous le savez, si vous regardez la chaîne de Nyx, sur laquelle vous avez pu voir que 2 fois consécutivement dans le patron de l'édition, pas le patron de l'édition YouTube, mais l'autour du jeu, l'émission mensuelle de Nyx, à laquelle Xavier et moi participons, j'ai une connexion qui a un petit peu de problème ces derniers temps, donc du coup, les gifs sont un petit peu en grosse galère. Quoi qu'il en soit, en termes de gameplay, disais-je, on va donc avoir notre plateau personnel que vous voyez ici, avec nos propres compétences propres à notre faction, et notre plateau va venir s'enrichir de pouvoirs supplémentaires, complémentaires, qui vont venir accroître notre potentiel d'action au fur et à mesure, bien évidemment, alors que la page bouge toute seule. Alors, où en est-on? Voilà, c'était ici. Fight the curse or use it against the enemies. Donc on va chercher à combattre la malédiction alors que la page a encore sauté, mais c'est pas très grave, du coup, cette fois-ci, ça a chargé. Alors donc, on aura, pour résumer, les différents territoires qui, vous le voyez ici, auront chacun leur propre spécificité et une action qui pourra être déclenchée une fois que vous y êtes. Vous pourrez aussi chercher à répandre votre armée sur différents territoires, c'est un peu le concept principal du jeu de contrôle de territoire de toute façon. Ensuite, il vous faudra aussi manager vos flammes, donc en gros, gérer un petit peu, faire une sorte de gestion de vos ressources qui seront des flammes et qui pourront aussi vous consumer, et c'est à partir de là que vous devrez définir votre stratégie sur le long terme. Ensuite, je le disais, vous avez votre propre plateau individuel de faction que vous allez enrichir de tuiles supplémentaires pour aller gagner encore plus de points de victoire, mais également de pouvoirs supplémentaires qui vous permettront aussi de recruter certains éléments pour votre faction. Développement de factions en gros. Hein. Le contrôle de territoire, vous prendrez contrôle de certains territoires en éliminant certains représentants des factions adverses. Ensuite, vous pourrez donc chercher à combattre justement cette fameuse malédiction de Candelabria ou bien l'utiliser contre vos adversaires également. Donc ça c'est assez sympa de voir qu'on peut à la fois l'utiliser mais également chercher à la combattre pour remporter des points de victoire. C'est assez intéressant sur le concept et j'avoue que le jeu me semble vraiment très sympa, très solide sur ses appuis. En termes de gameplay, je trouve que ça a l'air d'être assez prometteur autant qu'il l'est visuellement en tout cas. Donc du coup c'est typiquement un jeu que je me verrais bien backer, d'autant plus que j'ai pas énormément de jeux de contrôle de territoire. Pour l'instant, je me tâte encore un peu parce que vous allez le voir, il est quand même un petit peu cher, ce qui peut expliquer aussi ce seuil de financement assez conséquent, mais il a l'air quand même assez prometteur. D'autant plus, vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator pour vous faire une première idée. Vous y trouverez également le livret de règles qui est de toute façon disponible ici en bêta, bien évidemment, ça reste un work in progress comme on dit, donc un travail qui n'est pas encore totalement terminé. Ensuite, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pas de surprise, c'est un jeu un petit peu cher, mais en même temps, le matos est assez conséquent, il faut bien le signaler.
La boîte de base coûtera 89 €. Donc voilà, c'est une boîte de base qui n'est pas forcément accessible à toutes les bourses d'entrée de jeu, certes, mais c'est un très beau jeu avec une belle direction artistique, des belles miniatures, etc. Plus de 150 cartes, les miniatures de vos châteaux ambulants, mais également de vos personnages. Ensuite, on accède à la Deluxe pour 129 €, avec un Early Bird de 72 heures qui, si je ne me trompe pas, est encore viable pour l'instant, est encore disponible, mais ce ne le sera peut-être plus une fois que vous aurez cette vidéo en ligne sur YouTube, à voir. En l'état pour l'instant c'est 129 et ça devrait augmenter à 147 une fois le Early Bird terminé, et ça vous donne accès en plus du jeu de base à l'extension que vous voyez ici pour le 6e joueur, ainsi que l'extension du mode solo. C'est toujours un petit peu... bon, c'est sujet à débat, disons. C'est questionnable de se voir inclure un mode solo dans une extension et non dans le jeu de base. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, on peut aussi chercher à justifier ça en se disant les modes solo n'intéressent pas forcément la majorité des joueurs, et pourquoi leur imposer un surcoût de production alors qu'ils vont juste... ne pas s'intéresser au mode en question. Et ça peut se comprendre en soi. Par contre, l'extension du 6e joueur, elle est disponible ici. Par contre, je ne me vois pas jouer à un jeu de contrôle de territoire assez complexe, on va dire, assez expert, enfin initié plus, on va dire, à 6 joueurs. Ça me semblerait être un petit peu trop long en termes de partie, mais bon, on verra bien. Ensuite, le all-in à 229 € pendant le Early Bird, mais qui passera à 254 par la suite, et qui viendra s'accompagner cette fois-ci de Armies of Candelabria, donc 128 miniatures. Donc en plus de celles présentes pour les châteaux et les petits personnages de vos factions, vous aurez donc 128 miniatures supplémentaires, ainsi qu'un artbook que vous voyez ici, et le plateau central qui sera remplacé par un tapis de néoprène. Enfin, remplacé. Il ne sera pas remplacé, il sera accompagné par un tapis de néoprène. Vous choisirez de jouer avec le plateau en carton ou avec le néoprène. Ensuite, pour le pledge de base à 89 €, qu'est-ce que ça contient visuellement? Eh bien, vous allez voir ici le plateau central, ensuite les différents composants de repose carte, c'est plutôt classe hein, pour le coup. Ensuite, la même chose mais pour la malédiction, puisqu'il y aura un petit repose carte pour la malédiction également. Ensuite, les upgrades de vos châteaux ambulants qui seront elles aussi soutenus par un petit repose tuile pour le coup. Ensuite, les plateaux de faction, hein, les 5 plateaux que vous voyez ici. Les warboards, les temple boards, il y a apparemment un plateau de temple également qui viendra aussi vous accorder certains bénéfices en fonction de vos choix et actions au long cours. Ensuite, 25, disons, du coup bougies, hein, c'est vos personnages mais qui sont devenus des bougies. Il en a donc 25, tous différents avec des illustrations particulières et puis des compétences un petit peu spéciales elles aussi. Ensuite, 50 bougies un peu de niveau avancé, donc des compétences un petit peu plus fortes, des personnages un peu plus particuliers, un petit peu plus originaux, qui auront certainement un impact un peu plus conséquent sur la partie. Ensuite, 9 cartes de malédiction de Candelabria, 65 cartes de tactique, 5 châteaux ambulants. Et puis ensuite 5 bougies exploratrices, 5 bougies de pèlerins, ensuite 5 bougies de combattants avec leurs propres flammes que vous voyez ici. Et ensuite on a aussi 125 petites flammes qui seront autant de marqueurs de votre contrôle sur tel et tel territoire. Ensuite on a aussi des temples avec différents niveaux de construction, des tuiles d'upgrade supplémentaires, des ressources en forme de cube, des standees pour les curses, donc pour les malédictions, les petits tokens de flammes également, etc., etc. Et puis bien sûr le livret de règles. Ensuite on passe assez rapidement sur la taille des miniatures, ça c'est un petit peu moins important pour moi. Ensuite voilà, la fameuse armée des candélabres avec les 128 miniatures supplémentaires qui vous permettront de remplacer les petites flammes de contrôle sur le jeu de base, hein, donc, que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, qui était voilà, ici. Donc ça va être remplacé par des petits personnages de votre faction avec la flamme à la couleur de votre faction. Donc c'est vrai que ça rajoute un petit peu d'immersion certes, mais bon après c'est un modèle unique pour chacune des factions, c'est pas non plus extraordinaire, je pense qu'on peut s'en passer assez facilement. Ensuite, vous avez ici un petit peu un aperçu de ces différentes miniatures, hein, les Luminis, les Satores, etc. etc. C'est joli, hein, c'est plutôt très classe, encore une fois. Je suis très fan de la direction artistique, mais ça me semble pas être une grande nécessité. En revanche, c'est vrai que les miniatures des malédictions, ne pas les avoir dans le jeu de base, ça c'est quand même un petit peu dommage à mon avis. Par contre aussi les Candle Flames que vous pourrez utiliser en les stickant directement sur les miniatures, ça c'est plutôt sympatoche aussi.
Ensuite, continuons avec l'extension pour le 6e joueur, avec donc sa boîte particulière, mais également une nouvelle région pour la map de Candelabria, donc ça va rajouter aussi un petit peu de contenu à ce niveau-là, c'est pas uniquement une nouvelle faction, c'est également une nouvelle région. Ensuite, le plateau de la faction en question, le warboard qui va avec, les bougies qui vont avec, bien évidemment, etc., etc. Par contre, je ne connais pas le nom de la faction en question, je ne la vois nulle part, bon, c'est pas très important en soi. Ensuite, continuons avec donc les miniatures du château ambulant, des personnages de la faction en question, etc., etc. Voilà, ensuite, le solo mode, 24 € pour le solo mode. C'est pas donné pour un mode solo qui rajoute uniquement 90 cartes et puis quelques tuiles de territoire. Bon, c'est pas... Bon, il y a quand même un petit peu de matos, certes, mais je suis quand même toujours un petit peu dubitatif quant à l'ajout d'un mode solo payant en plus du jeu de base. Bon, à vous de voir si vous êtes suffisamment intéressé par les modes solo pour éventuellement vous jeter dessus. Il y a aussi le néoprène qui est disponible en add-on pour 29 € pour ceux que ça pourrait tenter pour les adeptes de deluxification. Et puis ensuite le artbook à 29 € également. Pour les stretch goals, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure en début d'intervention, ça va être un petit peu difficile d'aller les débloquer. Voilà, c'est ça de vouloir parler trop vite. Puisque en l'état le jeu n'est pas financé et que du coup on a très peu de visibilité sur les stretch goals à venir et du coup ça donne pas forcément envie de backer. On va se dire que les stretch goals sont un petit peu difficilement atteignables et du coup on va se restreindre, se retenir d'aller backer. Et du coup c'est un cercle vicieux, parce que par exemple ici on pourrait avoir un insert en plastique, bon c'est pas du game trace certes, mais ça fait le job, et sauf que c'est à 175 000 $, ou 175 000 € d'ailleurs, et que pour l'instant on est à peine à la moitié. C'est un petit peu compliqué. Ensuite, il n'y a pas de review en français, mais par contre il y en a un tas en anglais, donc pour les anglophones ça ne devrait pas poser de problème. Et ensuite on va pouvoir passer au niveau de pledge, pas du tout, au frais de port, excusez-moi. Donc le Canada, 23 à 39, en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir, sachant que pour chaque niveau de pledge, bon, le frais de port n'est pas encore tout à fait fixé, hein. Ça peut varier de 23 à 32, ne serait-ce que pour la boîte de base par exemple. Ensuite, pour l'Union Européenne, 19 à 28 ou 28 à 37 par exemple, en fonction du niveau de pledge encore, sachant que pour l'Europe, ça concerne notamment la Belgique ou encore la France, mais pas la Suisse bien évidemment, qui doit se retrouver un petit peu ailleurs. Voilà, ici la Suisse, la zone non-EU bien sûr, 23 à 40 €. Et puis pour nous qui sommes dans Other Asia, je pense, oui, c'est ça, Japan, 26 à 44. Bon, c'est pas si différent en réalité de l'Union Européenne, et nous on n'aura pas de TVA. Ceci dit, comme c'est un projet italien, c'est pas impossible que vous n'ayez pas de TVA à ajouter par-dessus non plus. Ah bah si, EU, you will need to pay VAT based on your country in the Pledge Manager. Donc oui, vous aurez la TVA à ajouter dans le Pledge Manager malgré le fait que ce soit un projet italien. Un petit peu dommage de ce point de vue-là. Donc voilà pour ce qui est de The Curse of Candelabria, un très très joli jeu, avec un univers vraiment unique, avec une très belle direction artistique, selon moi en tout cas, mais qui pour l'instant peine un petit peu à aller trouver le nombre de backers suffisant pour lui permettre de financer. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est vrai que les seuils de financement honnêtes, c'est toujours un petit peu à double tranchant, dans le sens où si vous financez pas assez rapidement, les backers regardent ça d'un œil un petit peu dubitatif et n'y vont pas. Mais bon, là encore, vous me direz ce que vous en pensez de cette approche stratégique du seuil de financement plus honnête, plus élevé, mais qui attire peut-être un petit peu moins les gens. On continue avec votre jeu de la semaine, hein. Vous l'avez choisi comme étant le plus intéressant cette semaine dans le menu crowdfunding. Il s'agit de Quiperium, et je peux le comprendre, c'est vrai que c'est un jeu que j'avais un petit peu sur mon radar depuis quelques mois, qui a l'air d'être assez intéressant, notamment pour sa facette construction de tableaux mêlée à du placement d'ouvriers, mais avec un petit twist, dans le sens où vous allez construire votre tableau avec des cartes, mais ce faisant, vous allez donner des placements d'ouvriers à votre adversaire, parce que oui, c'est un jeu pour 2 joueurs, vous le voyez ici, pour 40 minutes par partie, donc vraiment un jeu assez court, assez facile à sortir, pour 14 ans et plus, qui met donc de la construction de plateaux, enfin de construction de tableaux, pardon, ainsi que du placement d'ouvriers, un petit peu de gestion de ressources, etc., qui pour l'instant est financé, 219 contributeurs, pardon, 13 000 € d'engrangés, ce qui n'est pas énorme, mais en même temps, il s'agit d'un premier projet pour Whitewater Castle, qui est un éditeur, un tout nouvel éditeur, qui nous vient du Canada, apparemment, de Steve Cassell et Matt Cousino, donc peut-être potentiellement un Québécois ou un francophone, je ne sais pas. Ceci dit, en parlant de francophonie, je ne vois nulle part de mention
mention faite concernant une quelconque version francophone de Quiperium, ce qui est un petit peu dommage. Bon, ceci dit, après, il faut être assez fan des thématiques de science-fiction, puisque là encore, on est encore une fois dans un jeu qui nous promet comment dirais-je, un avenir assez sombre et funeste pour la planète Terre, puisque le Soleil s'apprête à s'éteindre, alors qu'on est pourtant qu'en 2133, 35, je ne sais plus, donc pas si loin de notre époque actuelle, 100 ans dans le futur, et le Soleil va s'éteindre, et donc on doit quitter la planète Terre, mais d'abord il faut aller miner un max la ceinture de Kuiper, je crois, si je me souviens bien, je ne connais plus très bien le nom en français, je ne suis pas très grand connaisseur de tout ce qui est espace, comme vous le savez d'ailleurs. Et du coup, ce nouveau matériau, le Quiperium, qui a été découvert, nous permettra d'aller découvrir d'autres galaxies et trouver peut-être un refuge pour les habitants de notre Terre désormais vouée à l'extinction. Voilà. Alors, donc, pour en découvrir un petit peu plus sur le jeu, je le rappelle, c'est quand même assez important de le dire, c'est pour 2 joueurs uniquement, c'est pas à partir de 2 joueurs, c'est jusqu'à 2 joueurs, et donc en termes de gameplay, c'est relativement simple, malgré ce petit twist assez intéressant. Vous allez donc jouer une carte, ou placer un worker, donc placer un ouvrier, ajouter une nouvelle carte secrète à votre laboratoire, rafraîchir votre main, ou rappeler des ouvriers que vous avez précédemment placés. Et donc le petit twist, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les cartes que vous allez placer sur votre tableau personnel vont être autant d'emplacements d'ouvriers pour votre adversaire. Et ça c'est super intéressant, le fait que les meilleures cartes que vous allez décider d'ajouter à votre plateau vont certainement aussi donner un avantage assez conséquent à votre adversaire en lui proposant justement un nouveau lieu sur lequel il pourra envoyer ses ouvriers. Alors ensuite, vous voyez que la map est commune aux 2 joueurs, j'ai l'impression, même si on a ici une sorte de ligne séparatrice, mais j'ai l'impression que le tableau en lui-même est commun à tous les joueurs, et il y a tout un tas de compétences, de combos à aller imaginer avec les différentes cartes qui sont à votre disposition ici. Ici, on parle d'ailleurs du système de synergie des cartes, alors que vous voyez que sur chaque coin, on a donc un quart de cercle, et j'imagine que si vous réussissez à compléter un cercle complet de la même couleur, ce qui est ici pas le cas pour le coup, eh bien vous pourrez avoir des effets encore plus conséquents. Système qui, au passage, m'était venu à l'esprit moi-même pour un proto que j'ai conçu il y a déjà 2 ans, que j'ai un petit peu laissé en suspens depuis la création de la chaîne, et surtout depuis l'arrivée de Petit, mais peut-être qu'un jour je vous le révélerai. J'ai 2 protos dans mon PC quelque part, dont un que j'ai fait en collaboration avec un auteur de jeu marseillais que vous ne connaissez certainement pas parce qu'il n'a pas encore publié de jeu. Et puis un autre qui me plaît personnellement peut-être encore plus avec ce mécanisme justement de synergie de cartes, mais je pense que c'est pas de toute façon le seul jeu qui propose ce type de truc là. Mais quoi qu'il en soit, assez parlé de moi-même. On descend un petit peu pour en apprendre un petit peu plus peut-être sur le jeu, le prix notamment, parce qu'on l'a pas encore vu. On a ici le rewards, mais on n'a pas les prix associés. Ah si, ça y est, 49 $. Bon, c'est pas très cher, c'est un jeu plutôt accessible. En plus, vous l'avez vu, le contenu n'est pas non plus extraordinaire. On a certes des petits meeples pour les ouvriers qui sont en screen print, donc ça c'est plutôt sympatoche, certes, mais ça, ce sera notamment via les stretch goals, et celui-ci n'est pas encore débloqué pour l'instant. Mais en gros, vous aurez des plateaux en carton, un max de cartes, quelques petits tokens par-ci par-là, quelques meeples également, mais pour l'instant le matériel n'est pas fou, ce qui peut du coup vous permettre d'avoir un jeu relativement abordable à 49 $, puis à 79 si vous prenez l'édition Founder, donc une sorte d'édition collector, dans lequel vous aurez droit à votre nom dans les crédits du livret de règles peut-être, j'imagine, ainsi que certaines cartes exclusives qui ne seront pas disponibles dans le jeu autrement, y compris cette Space Bar, j'imagine, qui doit avoir du coup des synergies bien différentes, parce qu'il y a un petit peu de toutes les couleurs à mon avis. Ensuite, découvrons un petit peu aussi à quelle sauce vous saurez manger au niveau des shipping, des frais de port. Pour le Canada, 20 $, pour l'Union Européenne, 25 $, pour le reste du monde, 30 $. Ouais, bon, c'est relativement classique, mais ceci, classique pour un jeu peut-être un petit peu plus cher que celui-ci. Donc bon, c'est vrai que là, du coup, en termes de frais de port, 25 $, bah, c'est la moitié du prix du jeu en lui-même. Bon, c'est pas les premiers ni les derniers qui le feront, mais bon, c'est un petit peu dommage de payer quand même la moitié du jeu en frais de port. Ensuite, sachez que la TVA est incluse dans les prix qui sont inscrits dans la campagne, donc ça c'est quand même plutôt bon à savoir, vous n'aurez pas d'argent à ressortir dans un potentiel Pledge Manager apparemment. Ensuite, je crois que c'est tout. Oui, c'est une campagne qui a assez peu de contenu visuellement, c'est une campagne assez rapidement parcourue pour le coup.
Vous me dire ce que vous en pensez, je trouve ça assez intéressant effectivement. Je comprends mieux aussi pourquoi vous l'avez sélectionné comme projet de la semaine, même si je l'avais surveillé également de mon côté, mais je ne l'ai pas suffisamment surveillé jusqu'au point de voir que il y avait ce placement d'ouvriers partagé avec ce système de synergie assez intéressant également. Donc je comprends pourquoi les placer ici, pardon. Mais ceci dit, 220 contributeurs, c'est pas un score énormissime. Bon, on est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, sur un nouvel éditeur qui n'est pas encore très connu, qui ne bénéficie pas d'une grande renommée avec 3-4 campagnes derrière lui, donc ça peut aussi se justifier ainsi. Mais bon, 220 contributeurs, c'est pas extraordinaire. Ceci dit, il reste 25 jours avant la fin de la campagne, donc on devrait certainement réussir à aller pas très loin des 800, voire peut-être des 1000 d'ici la fin de la campagne, s'ils arrivent à nous dévoiler des stretch goals assez intéressants. On verra bien ce qu'il en est pour Quiperium. On termine cette semaine avec Reviving Kathmandu. On compare du côté du Népal, avec actuellement 875 contributeurs 27 jours avant la fin de la campagne et 37 000 € d'engrangés. Le projet est donc financé, comme vous le voyez ici, Bid, Collect, Build. Donc vous aurez un jeu d'enchères avec des petites pièces que vous voyez ici que vous allez utiliser pour aller enchérir sur tel ou tel bâtiment. Ensuite vous allez faire de la set collection que vous voyez ici, donc des collections de cartes j'imagine. Et puis ensuite vous allez reconstruire, enfin construire ou plutôt reconstruire justement Kathmandu après un séisme. En gros, ça nous vient de Lemery Games, que vous avez déjà vu sur Kickstarter, notamment sur le menu crowdfunding l'année dernière, puisqu'on avait présenté à l'époque Backshall, qui avait fait 2647 contributeurs avec un business plan vraiment très particulier sur lequel ils ont vraisemblablement pas fait d'argent, puisque si je me souviens bien, c'était un jeu plus ou moins gratis en réalité. Hein. C'est écrit ici, c'était un pay what you want. En gros, on vous envoyait le jeu que vous essayiez backer à 1$ ou à 100$. Donc c'était en fait comment dirais-je, un coup de com' assez intéressant de leur part, mais sous couvert de protection d'un jeu qui s'apprêtait à disparaître. C'était apparemment un jeu, lui aussi d'ailleurs népalais, qui était en train de disparaître progressivement, et du coup ils ont voulu lui mettre un petit coup de boost, et c'est ce qu'ils ont fait avec cette édition de Backshall, avec un matériel, avec un petit playmat, avec des petits tokens en bois si je ne me trompe pas. Je crois d'ailleurs avoir vu Alex de Expat Meeple qui y avait joué d'ailleurs, donc si tu veux mettre en commentaire ce que tu en avais pensé. Ils avaient aussi pondu précédemment Chili Mafia, qui pour le coup me semblait beaucoup moins intéressant, un petit jeu d'ambiance façon Take That avec des chili, enfin des petits piments quoi, qui avait fait 734 contributeurs. Et donc là ils nous reviennent avec un jeu un peu plus intéressant selon moi en tout cas. Il s'agit donc de Reviving Kathmandu. On reste au Népal, après comme je le disais tout à l'heure, un tremblement de terre qui a un petit peu dévasté la ville, qu'il va falloir reconstruire. C'est un jeu qui se joue en équipe ou en compétitif, mais qui aura potentiellement aussi un mode solo, vraisemblablement débloqué via les stretch goals, comme je peux l'imaginer avec ce cadenas qu'on voit ici. Au-delà de ça, c'est un jeu relativement familial, 8 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs, et pour 20 à 40 minutes la partie, donc un jeu assez court, assez facile à sortir, et avec en plus de ça un assez beau matos, comme vous avez pu l'entrevoir un petit peu ici. On a cette petite cloche de métal pour le premier joueur, on a aussi des plateaux double épaisseur, des jolis jetons en bois, les plateaux double épaisseur aussi pour les petits cubes qui vont venir ici s'ajouter, donc c'est quand même plutôt joliment conçu, d'autant plus que la boîte est aussi aimantée, donc ça c'est un petit plus aussi en termes de matos. Ensuite vous voyez un petit peu les différents critères qui peuvent vous plaire ou vous déplaire en fonction de votre groupe de joueurs. On est sur un jeu plutôt d'ordre familial, avec plus de stratégie que de chance, mais la chance est loin d'être absente, et c'est un jeu qui est plutôt zen, on va dire. C'est pas un jeu avec du take that dans tous les sens, un jeu frénétique, loin de là apparemment. Ensuite, disais-je, c'est un jeu de bid, donc d'enchères, ensuite de collecte et ensuite de construction. On va donc enchérir, oui c'est ça, enchérir sur des cartes pour ensuite chercher à les collecter et pour pouvoir reconstruire les temples qui ont été détruits pendant le tremblement de terre. Et puis donc ensuite on va chercher justement à reconstruire ces temples pour redonner son allure à la ville précédemment détruite. Qu'y a-t-il dans la boîte? Et bien donc cette boîte magnétique, qui est un petit peu la forme d'une valise d'ailleurs, avec en plus de ça quelques petits stretch goals qui vont venir s'ajouter pour la boîte elle-même, tels que le logo embossed, donc un petit peu en relief, avec en plus le UV spot, donc un petit effet de surbrillance, avec également un artwork à l'intérieur de la boîte, donc assez thématique, assez sympatoche. Ensuite le livret de règles, le tapis de néoprène direct, hein, c'est pas un plateau en carton, mais un tapis de néoprène directement pour aller accueillir le marché des temples que vous pourrez, sur lesquels vous pourrez enchérir.
Ensuite, le petit jeton, enfin le petit jeton, c'est le pion de métal de la cloche que vous voyez ici pour le premier joueur. Ensuite, 6 plateaux double épaisseur pour chacun des joueurs autour de la table potentiellement, avec le linen finish, donc le quadrillage qui n'est donc pas du lin comme je le pensais précédemment, mais pour aller renforcer un petit peu la qualité du matériel. Avec là encore du UV finish apparemment, donc là aussi on aura certainement un petit effet de surbrillance par-ci par-là sur les plateaux, ça c'est plutôt sympatoche. Les petits cubes qui vont bien, les petites pièces de bois pour chacun des joueurs avec la couleur qui correspondra au plateau, c'est encore plutôt joli. Ensuite 126 cartes, 60 de couleur bleue, 50 de couleur rouge. Et puis ensuite, je crois que c'est à peu près tout, on a aussi des cartes de mission, donc qui seront certainement partagées, j'imagine. Peut-être une course de vitesse pour aller compléter telle ou telle mission avant les autres pour emmagasiner plus de points, ou alors peut-être que ce sont des cartes de mission qui seront distribuées à chacun des joueurs, et ce sera sa mission à lui particulière qu'il aura à cœur de remplir. Là-dessus, je ne me suis pas suffisamment penché sur le sujet. Ensuite, vous avez aussi un petit unboxing très rapide pour vous montrer la taille de la boîte, le contenu. Ça va être un jeu assez facilement transportable, clairement, avec en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, un assez beau matériel. Ensuite, continuons. Est-ce qu'il y a encore, comme la dernière fois, une sorte de petit... comment dirais-je, une petite dimension, comment dirais-je, humanitaire. J'ai l'impression que c'est le cas, parce qu'on voit ici un petit Help Us Rebuild a School, donc apparemment, une partie du financement pourrait être utilisée à la reconstruction d'une école, justement à Katmandou, j'imagine, oui c'est ça. Donc ça c'est plutôt cool également de leur part. À chaque fois, comme c'était le cas avec Bakhshal, il y a ce petit côté humanitaire qui peut donner aussi bonne conscience quand on pledge. Parfois on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour pledger, mais là si c'est le cas, ça donne encore plus envie. Ou pas, ça dépend de votre profil de joueur. Si le jeu vous intéresse pas, fondamentalement, vous n'allez pas backer juste parce que c'est un côté humanitaire aussi. Mais disons que si c'est un jeu qui vous intéresse, c'est un truc qui peut potentiellement vous pousser à y aller encore plus facilement. Ensuite, continuons l'exploration de la campagne avec le petit How to Play. Vous avez donc le marché au centre du tapis de néoprène que vous voyez ici, les petits encoches d'enchères que vous voyez ici, sur lesquels vous allez apposer les différentes pièces avec la valeur cachée d'abord que l'on retournera par la suite, et celui qui aura bien misé la plus grosse somme remportera les 2 cartes de sa colonne ou de sa ligne, qu'il collecte par la suite, et ensuite donc il va construire reconstruire en fait la ville de Katmandou, comme si le tremblement de terre n'avait jamais eu lieu, et on va ensuite scorer en fonction des différentes cartes que l'on aura réussi à composer, les différentes cartes qui auront composé les différents temples ou différents bâtiments que nous aurons reconstruits. Et après 8 tours de jeu, eh bien l'architecte qui aura su reconstruire le mieux la ville de Katmandou, donc il y aura 6 univers parallèles en gros, l'emportera. Vous pouvez télécharger le livret de règles ici, et vous pouvez aussi jouer directement sur TTS, sur Tabletop Simulator, pour vous faire un premier avis sur le jeu. Ensuite, pour ce qui est des Neo Pledge, eh bien vous voyez qu'on a Reviving Katmandou en print and play. Donc oui, il est également accessible en print and play. Alors la qualité du matériel est bien évidemment un petit peu moins intéressante, mais bon, c'est du print and play, c'est pas cher. Mais ceci dit, bon, 7$, c'est un petit peu plus cher que la moyenne des projets en print and play habituellement. Ensuite, vous pouvez accéder à Reviving Katmandou en Deluxe pour 35$, ce qui est quand même vraiment pas très cher vu la qualité du matériel. Je rappelle qu'il y a quand même un tapis néoprène, des plateaux double épaisseur, des pièces en bois, donc c'est plutôt du beau matos. Pour 35$, c'est quand même pas très cher, donc vraiment cet éditeur, c'était quoi déjà, Lemery Games, propose du matériel plutôt de qualité et vraiment très abordable en règle générale, donc un éditeur peut-être à suivre dans les années à venir, parce que c'est vraiment toujours très accessible et plutôt très bien produit. Ensuite, à 42$, vous aurez aussi le Pledge Deluxe, qui s'accompagnera d'une extension intitulée Architects Expansion, donc Senior Architects, pardon, donc pour encore plus de variabilité, de rejouabilité également pour le jeu. Ensuite, on a aussi le Pledge à 59$, donc le Globetrotter Deluxe Bundle, qui en plus du Pledge que l'on avait eu ici à 42$, vient aussi s'accompagner de leur jeu précédent, donc à savoir Chili Mafia. Pas Bakhshal pour le coup, mais Chili Mafia. Donc si vous êtes amateur de ce type de jeu un petit peu take that, jeu d'ambiance, pourquoi pas. Ensuite, pour le reste, on va, je pense, directement pouvoir passer au frais de port, sachant qu'il y a aussi quelques petits add-ons, notamment le Holo Buddha Promo Pack, donc 5 cartes de Bouddha avec Holo Foil, donc un petit effet de, comment dirais-je, de surbrillance, un petit peu façon irisée, vous savez, un petit peu couleur arc-en-ciel qui varie selon la lumière, selon l'exposition de la lumière, pour 5$.
Ensuite, le Byrav Mini Expansion, même chose, hein, avec le Holo Foil dessus pour 5$. C'était malheureusement gratuit durant les premières heures de la campagne, mais ça n'est plus le cas. Ensuite, Reviving Kathmandu en print and play, vous pouvez le prendre en add-on si vous ne voulez pas attendre la livraison et pouvoir vous jeter dessus tout de suite dès la fin de la campagne, c'est possible, mais bon, c'est 7$ de plus. Ensuite, l'extension Senior Architects pour 10$ de plus. On continue donc, je disais, avec les frais de port qui vont arriver assez rapidement. Ah, je vois ici qu'on a potentiellement une traduction en français, peut-être fan-made, je pense. Oui, apparemment, hein. All translators receive one extra copy of the Reviving Kathmandu Deluxe Edition. Donc apparemment, ce sera une traduction fan-made. En même temps, je pense qu'il n'y a pas de texte sur le matériel. Non, a priori c'est ça, il n'y a pas de texte sur le matériel, donc effectivement, il y aura certainement une traduction fan-made. Alors bon, à prendre avec des pincettes, le fan-made c'est toujours un petit peu à double tranchant là aussi, ça sera peut-être de très très bonne qualité, comme de qualité un petit peu médiocre, d'autant plus que les personnes qui vont traduire les jeux dans ces langues vont recevoir une copie de la version Deluxe, donc peut-être que quelqu'un s'est jeté dessus, mais n'a pas forcément les compétences pour. Bon, on va partir du principe que c'est le cas, qu'il a les compétences pour le faire, il ou elle d'ailleurs, a les compétences pour faire une traduction correcte. Parfois, les fan-made sont encore mieux que les traductions professionnelles. Donc bon, on sait jamais. Ensuite, continuons avec les frais de port, disais-je. Il y a aussi là une question de TVA que j'ai vue ici. Les TVA seront achetés dans le Pledge Manager. Voilà. Ce sera par BackerKit, le Pledge Manager. Et donc, c'est au moment du Pledge Manager que vous devrez défourailler un petit bifton supplémentaire pour la TVA. Pour le Canada, c'est 16$ de frais de port. Pour l'Europe, avec la Belgique, la France, le Luxembourg ou encore la Suisse d'ailleurs, c'est 14$ de frais de port, donc relativement accessible en termes de frais de port de ce point de vue-là. Et puis moi, au Japon, on doit être dans le Rest of the World à mon avis. Auquel cas, c'est 29$, c'est un petit peu cher pour le prix du jeu lui-même, puisque c'est plus de la moitié du prix du jeu. Mais bon, c'est quand même souvent le cas pour nous, mais encore une fois, on n'aura pas de TVA, donc bon, l'un dans l'autre, sans mauvaise arrière-pensée, ça reste relativement abordable, le jeu étant lui-même pas très très cher pour un matos assez sympa, donc on verra bien. Et théoriquement, le jeu devrait être livré en décembre prochain. Voilà donc pour ce qui est de Reviving Kathmandu, qui est pas loin d'être un petit coup de cœur de la semaine, j'irai pas jusque là, parce que je pense que c'est un petit jeu qui se sort assez facilement, mais qui ne doit pas non plus casser 3 pattes à un canard ambidextre du Canada méridional. Voilà. Pour Reviving Kathmandu, 876 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne et 37 000 € d'engrangés. Et ma foi, c'est à peu près tout également pour cette semaine du menu crowdfunding. Et du coup, comme cette semaine, je pense qu'il était un petit peu long, j'espère que je vais rester aux alentours de l'heure et demie. On verra bien, mais j'avais pas mal de choses à dire visiblement, ou peut-être que j'ai pas mal brodé, on verra bien. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end ou une bonne fin de semaine si vous regardez cette vidéo après, donc parce que je ne sais pas quand vous regardez, fondamentalement peut-être que vous regardez cette vidéo dans 3 ans, ce qui n'a aucun sens, parce que le menu crowdfunding est purement basé sur l'actualité, mais bon, sait-on jamais, parfois on tombe sur les vidéos, on les regarde, on ne sait pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, nous passons une bonne fin de journée, de semaine, de week-end, que voulez-vous, je ne sais pas, jouez bien, portez-vous bien également, et à la prochaine.